L'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine conduit directement à la violence. Voilà l'équation. Mesdames, messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce mardi 29 septembre de l'an de grâce 2020 pour une nouvelle édition de DBS Matin. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour cette nouvelle édition de votre émission préférée. Tout au long de cette édition, justement, nous allons décrypter l'actualité, décrypter l'information, car comme je le dis tous les matins, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, à un langage ordurier, quartiésard, des discussions inutiles et futiles. Voilà des choses, à un moment donné, qui provoquent la violence. Mais puisque nous sommes encore là ce matin pour une nouvelle édition de DBS Matin, bon réveil à vous qui êtes à la maison, parce que nous savons pertinemment que vous avez, il faut le dire, hein, vous êtes très fort, vous êtes puissant, vous vous levez le matin justement pour aller chercher l'oseille, vous voulez nourrir vos familles, vous voulez nourrir justement vos maisons, et ça, nous encourageons cela parce que tous les matins, eh bien, quand on a le souffle de vie, quand on a la santé, c'est justement l'espoir qu'on a également que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Jackson Diod, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour également à tous ceux qui nous regardent du côté de la cité des Palmiers. Je profite également pour saluer ceux qui nous regardent du côté du sud et même du côté de l'ouest du Cameroun. Marguerite Venatius, good morning. Good morning, Steve, and good morning to our viewers. We thank God that we could make it to be at least here today, Steve. Eh bien, messieurs, j'espère que vous allez bien. C'est une nouvelle journée de nouvelles informations traitées par nos confrères de la presse écrite. Eh bien, vous l'avez compris, c'est la revue de presse, la première partie dans la langue de Shakespeare avec Marguerite Venatius. Tuesday, 29th day of September 2020, we begin a review of newspaper headlines from the Guardian Post newspaper on page 3, telling us that Fu Callistus highlights benefits of regional councils to Anglophones. The paper tells us that the Secretary of State in the Ministry of Mines, Industries and Technological Development has in an interview highlighted what Anglophones stand to gain from the putting in place of regional councils. We have details on page 3. Then in the editorial page, the paper says effective school resumption in the northwest and southwest regions is non-negotiable. The government-owned Cameroon Tribune is concentrating today in education with the Ministry of Basic Education at the primary level, telling us that this section will have 4 million textbooks free of charge. This was announced by the Minister of Basic Education, Laurent Serge Etundingwa, yesterday, as the paper tells us on pages 16 to 17 that the operation is aimed at granting access to textbooks to over 13,000 government primary schools across the country. And the paper says distribution begins tomorrow, September 30th, and that it is the fruit of the cooperation ties between Cameroon and the World Bank. And the paper highlights that the gesture will cost some 7.5 billion francs CFA. On page 9, the paper informs us that at the start of the academic year 2020-2021, officials of the Ministry of Trade have launched a campaign to ensure that basic school needs are affordable to most households. The campaign began yesterday, September 28, and will end on the 9th of October 2020. In politics, the administrative bench of the Supreme Court on September 25th ruled in favor of the deposed mayors of Benakuma in Minchum Division, Bot Makak in the Yong and Kele Division, Betare Oya in Lom and Jerem Division, as well as Fumbot in the non-divisions. About 55 other decisions, as the paper tells us on page 4, are awaited today to close the debate. Le Jour newspaper in today's edition looks at why Maurice Kamto is being held under house arrest. On pages 2 to 4, the paper says the authorities are accusing him of spearheading an insurrectional agenda and that his lawyers met him yesterday, as we read, with Jean-Michel Nenche calling for the liberation of all those arrested on the 22nd of September. L'Economie newspaper tells us today about the assistance of the International Fund for Agricultural Development that signed an accord last September 25th to finance the second phase of a project from 2020
to 2026 to assist in the development of agricultural sectors in Cameroon, such as the rice and the onion sectors. On page 2, we have the interview of Minister Alamin Ousmane Meh, Minister of the Economy, Planning and Regional Development, brought out by L'Economie newspaper. Out of Cameroon, next door Nigeria, the Vanguard newspaper says President Muhammadu Buhari has stressed the need for all arms of government to deploy resources to address the common needs of all Nigerian citizens rather than the greed of a callous few. He made the call at the second National Summit on the Diminishing Corruption and launch of the National Ethics and Integrity Policy of Organized by the Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission that was organized in Abuja yesterday, Monday. In South Africa, the Sultan Life newspaper informs us that a group of traditional rulers have made history by becoming the first to graduate in African medicine at Mlabulageni Herbalist and School of African Medicine. The paper tells us that the school was established in 1996 at Ladysmith, KwaZulu-Natal province in South Africa. In East Africa, the Herald newspaper in Zimbabwe reports that rocked element that include the MDC Alliance and the G40 members have been conniving with hostile Western nations to smuggle guns into Zimbabwe and set up the so-called Democratic Resistance Committee to destroy the democratic foundations of Zimbabwe. This was revealed by the State Security Minister Owen Nkube yesterday in Zimbabwe. If we take papers out of Africa, we begin with the Times newspaper in Britain that tells us that Tories lash out against Big Brother COVID fines as new offences of loud music and quarantines lies. We take the Guardian newspaper that says global deal to roll out Snap COVID test worldwide as countries of the Western world snap back into the second wave of coronavirus. Steve, these are some of the information that we could have from papers home and abroad this morning. De très belles informations d'ailleurs traitées par nos confrères de la presse écrite de langue anglaise ce matin. On va retenir d'ailleurs la grande une de The Guardian Post ce matin, qui a retenu d'ailleurs les propos de Callistus Mfou, qui fait comprendre que, eh bien, il y a pas mal d'avantages des conseillers régionaux pour les zones anglophones. J'espère que je ne me trompe pas justement. Actualité. Ce sont de ces déclarations que vous allez justement retrouver dans les colonnes de The Guardian Post ce matin. Alors on va voir justement ce que nous ont réservé les journées quotidiennes dans la langue de Molière avec Jackson Duke ce matin. Commençons par le quotidien Cameroun Tribune qui barre à son pied de une. École primaire, 4 millions de livres gratuits. Le ministre de l'Éducation de base, Laurent-Serge Tundingo, a annoncé hier une vaste opération destinée à faciliter l'accès aux manuels scolaires dans 13 000 écoles primaires publiques à travers le pays. La distribution qui démarre donc ce mercredi 30 septembre est le fruit de la coopération entre le Cameroun et la Banque mondiale. Coût de l'opération, 7,5 milliards de francs CFA. À la une du quotidien, mutation, frais de scolarité et examen, l'immobile, monnaie. Selon le journal, la transparence dans la gestion de ces fonds n'est pas acquise dans les lycées et collèges en dépit de l'instauration de paiements électroniques, nous fait savoir le journal. En politique, le quotidien Le Jour se demande pourquoi Maurice Kamto est séquestré. En tout cas, le journal répond que les autorités l'accusent donc d'être porteur d'un projet insurrectionnel. Ses avocats l'ont rencontré hier. Jean-Michel Nitue appelle à la levée de ce blocage sauvage et demande justement la libération des personnes arrêtées le 22 septembre dernier. Le quotidien Le Messager s'intéresse au litige foncier Mvondo Ayolo et la villa des convoitises. En effet, le journal nous fait savoir des batailles juridiques autour d'un domaine foncier que la Caisse nationale de prévoyance sociale a vendu au directeur du cabinet civil de la présidence de la République en fin 2019. En page 4, comprendre l'arbitrage du MINICAF. Le quotidien de l'économie titre Agriculture, appui du FIDA pour le développement de filières riz et oignons.
Le MINIPAT et le Fonds international de développement agricole ont signé un accord de financement le 25 septembre 2020 destiné à la deuxième phase 2020-2026 du projet d'appui au développement des filières agricoles. En page 2 du même journal, on peut lire l'entretien d'Alamine Ousmane Mey, qui est donc ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Le quotidien L'Épervier parlait justement de promotion immobilière avec Ketia Courstez qui encourage les initiatives privées en marge de la célébration de la journée de l'habitat le 5 octobre prochain. Le MINDU a donc visité hier dans la région du centre les différents chantiers de logements sociaux construits par les entrepreneurs privés. La MINDU a donc saisi l'occasion pour faire l'état des lieux du secteur afin d'extirper les brebis galeuses et encourage les opérateurs sérieux qui accompagnent le président de la République dans sa politique d'amélioration de façon visible de l'offre en logement décent ici même au Cameroun. Direction le Gabon avec le journal L'Union qui titre que de clandestins. En l'espace d'une semaine, plus de 150 immigrés clandestins africains ont été cueillis au large du parc national de Pongara au nord de Libreville, nous fait savoir le journal. Parmi eux, de nombreux enfants, certainement victimes du trafic. Tous ces migrants donc sont gardés actuellement au centre de rétention de la DGDI en attendant justement la décision du gouvernement et ses partenaires. Au Congo, les dépêches de Brazzaville indiquent que Denis Bernard Reich veut donc rompre avec les anciennes pratiques de CHU Brazzaville. Installé hier dans ses fonctions, le nouveau directeur du CHUB s'est donc engagé à œuvrer pour l'amélioration continue de la qualité des services à la population. En R de Congo, le courrier de Kinshasa renseigne que Kinshasa enregistre 78% de réussite aux examens d'État 2019-2020. En effet, c'est donc depuis dimanche 27 septembre que les résultats de l'examen d'État édition 2019-2020 sont disponibles dans la ville de Kinshasa où le taux de réussite de cette année est en hausse avec 78% contre 72% l'an dernier, nous fait savoir le journal. Direction la France avec le journal Le Monde qui indique 1 million de morts dans le monde au Covid-19. La pandémie a donc tué au moins 1 million de personnes selon le recensement mondial fourni lundi 28 septembre par l'université Johns Hopkins. D'après des chiffres officiels donnés par le pays, les États-Unis sont donc plus touchés devant le Brésil, l'Inde, le Mexique et même le Royaume-Uni. Le journal Le Figaro renseigne que Donald Trump est sous pression avant d'affronter Joe Biden à l'aube d'un débat télévisé crucial avec son rival démocrate. Le président est montré du doigt pour avoir échappé au fisc pendant de longues années en dépit de son train de vie de milliardaire. Terminons par le quotidien sportif. L'équipe qui donne la parole à Julien Alaphilippe, le champion du monde en cyclisme qui relève les secrets de son triomphe et se projette déjà sur les prochaines courses. Voilà Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin. Le reste c'est en kiosque ou chez votre marchand de journaux, ça coûte simplement 400 francs CFA. C'est bien de le rappeler d'ailleurs tous les matins, il faut le préciser. Et pendant ce temps, Julien Alaphilippe, il a gagné le Tour de France ? C'était le championnat du monde. Pas le Tour de France, c'est le championnat du monde. Non, mais je pose juste la question. Bon, il est champion du monde. Mais vous savez quand même que c'est sur les points qu'on gagne justement le championnat du monde. C'est comme ça le cyclisme. Donc, ce n'est pas toujours comme on pense, très souvent. Messieurs, revenons justement sur les sujets traités par nos confrères de la presse écrite camerounaise. D'ailleurs, ce matin, dans les colonnes de Guardian Post ce matin, Calistus Mfoudon, d'ailleurs, souligne les avantages des conseillers régionaux pour les zones anglophone. Actually, Steve, you know, this Secretary of State at the Ministry of Mine, Industries and Technological Development, he is from the Northwest region, Fu Kalistu. He has been, you know, in an interview that he granted the Guardian Post newspaper, explaining what the Anglophones would stand to gain from the putting in place of the regional councils. Remember, when the head of state announced the elections to come in December, many people were of the opinion that the Northwest and the Southwest regions were not to participate, given the fact that
the war is still ongoing. But then this Secretary of State has been highlighting what Anglophones would gain with the putting in place of this arm of government, this arm of administration in Cameroon, insisting that once they are already functional, Anglophones would be able to benefit, because it is, according to what he was saying, the structure, the content of the special status that was awarded these two regions is contained in these regional councils that would be given. Remember, as part of the regional councils, we are going to have the House of Chiefs that will be reinstated. We are talking of chiefs that will be elected alongside Ça fait quelques jours également que des gardiens de Bozo faisaient comprendre que jusqu'à preuve de contraire, le gouvernement camerounais est en train de mettre en place la résolution du grand dialogue national. Cela veut dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Actually, we are already moving 1 year after the major national dialogue, and many people are of the opinion that the dialogue has failed. That is why papers, especially the Guardian Post, was insisting that there is this gradual implementation of the resolutions that were put in place. Remember, an evaluation committee met for the first time after it was created to make sure that they follow up what the government is doing following the resolutions that were adopted at this major national dialogue. So the regional council is one of such. Remember, the special status came from the major national dialogue. That is why Fu Callistus was saying that it is contained in that, on sait pertinemment que Callistus Fu ne parle pas beaucoup, mais pour une fois, il est sorti, c'est quand même extraordinaire. Voilà, justement pour donner d'ailleurs une interview, je sais pertinemment que c'est une personne qui bavade jamais. Il a quand même donné l'occasion à, en tout cas, nos confrères de Guardian Post de connaître d'ailleurs sa pensée. Et pendant ce temps, parlant des écoles primaires, il y a 4 millions de livres qui seront gratuits, et tout cela a coûté, vous avez dit, 7,5 milliards de francs CFA. Oui, c'est une bonne nouvelle pour les uns, pour moi c'est pas une bonne nouvelle. Vous savez pourquoi c'est pas une bonne nouvelle pour moi? Parce que il faut pas faire comme si c'est devenu une certaine messianisation du gouvernement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il faut pas qu'on mette dans l'esprit des gens, je vais dire, cet esprit d'assistanat à chaque moment. Parce que c'est bien de faire ça cette année. Est-ce que ça va être donc continuel? C'est ça le grand problème. C'est-à-dire, est-ce que ça va être continuel? Moi, je voudrais dire aux parents quelque chose de très important. Il faut que les gens comprennent que l'éducation, quand l'éducation est gratuite, c'est pas une bonne éducation. Parce que ceux-mêmes qui financent cette éducation vont vous couler. C'est pour ça que nous avons certains livres qui ont à polémique ici. Parce que simplement, les gens ne veulent pas être sérieux. Les gens ne veulent pas être sérieux. Et même les Alain parents... Diop, vous trouvez que 4 millions de livres gratuits, c'est pas bien pour les populations? J'ai dit que c'est bien pour les populations. En ces temps de vaches maigres? Je vais vous dire qu'on ne peut pas cracher là-dessus. Mais je continue à dire que si c'est seulement pour cette année, c'est pas la peine. Et il faut qu'on enlève cet esprit d'assistanat aux populations. Parce que c'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire il faut qu'on enlève ça aux gens. Et puis je vais vous dire quelque chose qu'on dit à nos Écoutez, j'ai l'impression que parfois ça vous arrive, et si vous soyez gentil. Oui. Apparemment, on a souvent l'impression sur vous que vous ne prenez pas souvent certaines informations comme il faut. On vous parle de 4 millions de livres qui ont été gratuits pour les écoles primaires. Quand on sait pertinemment qu'au cours de cette année, la majeure partie des parents n'ont pas pu, il faut le préciser, avoir un travail décent. Certains même ont perdu leur emploi. Plusieurs même sont à la maison, on parle de congés techniques. Ils ne savent même pas quand est-ce qu'ils vont récupérer leurs travaux. Pour une fois que le gouvernement prend l'initiative de remettre gratuitement des livres, il fut même un temps dans ce pays où on donnait des livres gratuitement. Est-ce qu'on se comprend? J'espère qu'on ne se comprend pas. Moi, je vous suis c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. I was looking at it from another angle. You know, when you read the information that Cameroon Tribune tells us on pages 16 to 17, they tell us that the gesture will cover 13,000 public, that's government schools. Oui. When you look at the educational landscape in Cameroon, you understand that the private sector occupies, if not the majority of schools yes. in the country. On vous comprend parfaitement. When we give assistance only to government schools, what happened to children? C'est justement pour les écoles. That is what Cameroon Tribune tells us, that it is only for government schools. 13,000 government schools. Donc pour vous là maintenant, là il y a un gros problème. There is a problem here because voilà au moins un problème que vous pouvez soulever. Are Cameroonians only those who are in government schools? What about those who are in private sector that we are saying they constitute a majority of those in schools? What will happen to these other children? What will happen to these other parents who are not able to take care of the education of their children, like we are trying to highlight, especially during this COVID-19 period? So I think that... Je veux poser une question simple comme bonjour. Les 4 millions de livres qui ont été donnés gratuitement justement à ces écoles primaires, c'est pour toutes les classes
de la maternelle jusqu'au cours moyen 2? Well, the distinction is not out clear. What the paper is telling us is that they have given it to primary schools. And to primary schools, maybe it would be from nursery school to class 6. We don't know how the distinction would. But the paper simply tells us that distribution begins tomorrow, the 30th. And that it will go Dans les écoles? Yes, that's what they're saying. In 13,000 schools across the country. Now, this figure about 13,000 schools, are there only 13,000 government schools in Cameroon, or they are going to give to some government schools and leave out some government schools? That is when I read the information, that's where I had problems with giving it to only government schools and giving it to only 13,000 government schools. If we are saying that there are only 13,000 government schools, then that is where I have my... Dans votre problème également, c'est aussi le fait qu'il y a également des problèmes... il y a certains établissements privés qui sont assez nombreux d'ailleurs par rapport aux écoles publiques, c'est ce que vous nous faites savoir. Actually, Steve. Vous aussi, vous êtes dans ce cas-là. Oui, on a dit toutes les écoles primaires. Moi, je voudrais dire que les gens, aujourd'hui, on est en train de dire que c'est le Covid. Le Covid a fait que les parents n'ont pas eu d'emploi, ils n'ont pas eu beaucoup de choses. Je relève simplement qu'il faut que ce soit continuel parce que l'année qui arrive, les parents ne vont pas comprendre que c'est parce que cette année-ci, il y avait... Vous n'êtes pas dans le cœur de ces parents-là. Oui, mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. On ne va pas vous donner toujours l'eau à boire tous les jours. Vous allez dire que non, il faut aller quand même l'épuiser. Oui, mais c'est ce qui se passe. Nous avons plusieurs choses comme ça. Regardez la Ligue de football professionnel. On n'est pas là pour le football. On parle bien sûr de primaire aujourd'hui. À partir du moment où le temps a commencé, c'est jusqu'aujourd'hui. Ça fait déjà plus de 11 ans. On ne veut pas quitter dans ça. Ça veut dire que dès que vous commencez, il faut c'est ça que je relève. J'étais en train de dire que c'est une bonne chose. Mais j'ai dit qu'il faut seulement que ce soit continuel. Or, si on fait seulement ça cette année-ci, vous allez voir, on sera ici l'année prochaine, vous allez comprendre que ça va causer des problèmes. Les parents, tout le monde va piailler sur cette affaire. C'est pour ça que je relevais simplement qu'il faut que ce soit continuel. Et même en tout cas, pour aujourd'hui, M. Ndiok, il faut que vous sachiez une chose, c'est que pour l'instant, ce n'est que vous êtes ni 4 millions de livres gratuits, en tout cas pour les écoles primaires. On espère tout simplement que ce sera également pour les écoles privées. Ça, c'est de la SIL-CP. SIL-CP seulement. SIL-CP. Voilà, bon, c'est la question que je voulais vous poser d'ailleurs ce matin. Messieurs, revenons justement à une autre information qui nous intéresse ce matin. Agriculture, l'appui du FIDA pour le développement des filières riz et oignons. Actually, that is what l'Economie newspaper tells us this morning, telling us that an accord was signed between the government of Cameroon and the International Fund for Agricultural Development, and that accord was signed on the 25th of September to assist agricultural sectors in Cameroon. And among these agricultural sectors, we have the rice sector and the onion sector. And when you read the paper, they are telling us that this assistance will be to finance the second phase of a project that will run from 2020 to 2026. It is the second phase that FIDA is coming in to assist Cameroon government. Pourquoi assister justement la filière riz quand on sait pertinemment qu'on peut justement produire énormément de riz que de l'importer? Vous savez qu'on importe le riz à hauteur de près de 500 milliards de francs CFA chaque année. Steve, I think when you listen to like one of the the difficulties that Cameroon was facing with this COVID-19 period, it was actually underscored that in 2019 Cameroon imported more than they were talking about more than 19 number of tons of rice that were imported in Cameroon. I think it is because of that the government is deciding on seeing how to ameliorate the rice sector in Cameroon. Remember that rice is produced in Cameroon in the northwest region, precisely in Dop Plain. Rice is produced in the center region. We have the Semri rice in the northern part of Cameroon, which if produced, we are going to be able to... Est-ce que la Semri marche encore même? It is not, because we have not invested into it. And then when you look at it, you see the paradox is Chinese are producing rice in Cameroon and sending it back to China. Whereas we are importing rice again from outside. I think that if this assistance from FIDA comes into this sector, we should be serious about it to make sure that we boost this sector. C'est justement là où moi je ne suis pas d'accord. Comment comprendre qu'on importe du riz à 500 milliards de francs CFA chaque année et qu'on ne produise pas du riz? Il faut le dire même d'ailleurs, il y a d'ailleurs quelqu'un qui était venu sur ce plateau nous fait comprendre qu'il était plus facile de produire du riz en moindre coût. Je pourrais même vous dire qu'on ne dépenserait même pas 5 milliards de francs CFA pour avoir des tonnes et des tonnes de riz. Mais on prend quand même la peine d'importer. Je vous pose la question à vous, parce que jusqu'à preuve de contraire, moi je ne comprends pas comment on importe du riz alors qu'on peut le produire.
Oui, moi je pense que la question mérite d'être posée au ministre de l'Agriculture. Mais si je peux juste porter une analyse pour dire que justement c'est ça la complexité. En tout cas, on ne comprend pas pourquoi est-ce que... Parce qu'avec 3 milliards de francs CFA, on peut avoir des champs et des champs et des champs de riz. On a des terres qui sont favorables à l'agriculture. À l'agriculture, du riz, à la culture du riz en tout cas. Climate. Et on n'arrive pas jusqu'à présent. C'est pas aujourd'hui. On parlait du riz de Ndop qui est là, mais... On ne sait pas si c'est dans les supermarchés camerounais, même, on ne sait pas si ça existe. Il y a le riz de Yagua même, d'ailleurs, qui est un très bon riz. Un très bon riz, d'ailleurs, qui en a une souvent de ces derniers temps-ci, d'ailleurs, chez les marchés. Absolument. Un riz qu'il faut même d'ailleurs promouvoir pour tous les Camerounais. Investir pour avoir une quantité suffisante pour justement la population. Mais on a l'impression justement que, par exemple, je prends le cas du riz de Yagua, j'ai l'impression qu'on met les riz qui viennent de l'autre côté en devant. Et le riz de Yagua, on le met carrément au fond. Steve, today when you say that, Je suis arrivé dans certains magasins juste pour essayer de voir cela. J'ai été très surpris. Steve, it is this culture, this inferiority, I call it inferiority complex, that we have, perhaps in Cameroon, if not Africa, where we think that anything that comes in is superior to what we have. On the contrary, attendez, vous voulez me dire que tout le monde pense que tout ce qui vient de l'autre côté est meilleur que ce qui est produit Steve, if I wear my traditional attire here, I look... non, vous serez très beau d'ailleurs. Steve, that's what you think. But then, if I come in suit, le problème I would appear... Je suis d'accord avec ce qu'il dit. C'est-à-dire, il y a des gens qui pensent, qui se nourrissent encore avec cette alimentation. Le riz parfumé, quand c'est le riz parfumé, c'est tellement bon. Oui, avec cette alimentation extravertie. Maintenant, je voudrais aussi dire que, vous savez aussi, le riz de Yagua est plus coûteux que le riz qui vient d'ailleurs. Yes. Parce que oui, mais pas vraiment, parce que je pense pas. Steve, to say even your price, what he's saying is true. Even your price, même si la différence est de 100 francs. Je vais vous dire une chose, j'ai vu quand même le riz de Yagua, vous n'allez pas dire qu'il est très cher, non. Je ne dis pas que c'est très cher. J'ai trouvé 10 kilos, non, permettez-moi de vous parler quand même. Le sac de 25 kg de riz de Yagua, je pense qu'aujourd'hui il a 10 500 francs. Alors que l'autre riz qui vient de l'autre côté, je pense qu'il a 12 000. Vous n'allez pas comparer quand même. Steve, non, ça, on ne le savait pas. Parce que non, les gens mettons-nous d'accord, parce que moi, je connais, je l'ai acheté. Ne faites pas... But is it available, Steve? Can I get up to that? Oui, c'est Yagua. Oui. One rice from Ndop. Can I have it? Oui, vous pouvez l'avoir sur le marché. Peu importe les marchés, même dans les magasins, vous pouvez l'avoir. Bon, je suis pas là pour faire la promotion du riz. Hein. Of course, I understand. But Steve, there's something I wanted to mais c'est camerounais. There's something I want to raise here parce que c'est camerounais. Et moi, je dis, même s'il fallait même faire la promotion, j'aimerais bien faire la promotion du riz de Yagua. C'était que dessus. Yes. Oui, mais il y a eu ce débat. Moi, je suivais un Djongang qui est ingénieur agricole, qui disait que justement, c'est parce que le riz camerounais est plus cher sur le marché camerounais que le riz qui vient d'ailleurs. Il disait ça. Alors que le riz qui vient d'ailleurs, c'est de mauvaise qualité. C'est de mauvaise qualité. Et il disait que, si on produit localement du riz, ça peut coûter moins cher. C'est parce qu'on ne produit pas assez. Il dit que c'est parce qu'on ne produit pas assez. Ça, c'est vrai aussi. Et c'est du bon riz que nous avons ici, que ça coûte plus cher que ce qu'on importe pour... Je vais vous raconter une histoire. Je suis allé à Nyokon. Vous connaissez Nyokon? C'est loin. Et le riz là-bas, le grain, il est comme ça. Oui, absolument. Je vous dis, le grain de riz. Vous voyez le grain de riz, et on le récolte là, on le met dans la marmite, tout le monde mange. Et je vous dis, il n'y a pas de gros grains comme ça qui vient de l'extérieur. Of course, because that is around third class that they bring to us. But Steve, there was et là, on nous apporte le riz qui a dormi 10 années dans les magasins, ou bien 50 années. I want something to raise about this issue. Les riz cassés, qu'on fait la pub ici, et les gens en consomment. C'est-à-dire, un riz qui est écrasé, vous voyez le riz qui n'a plus de forme, mais on fait la pub, les gens en jettent, on vous dit que c'est le bon riz. Et puis, les gens en consomment. Steve, I wanted to raise an issue le riz cassé. Concerning this on fait la pub. Bon, on espère tout simplement que vous avez parlé du FIDAI qui va faire justement pour... Concerning this accord that the government of Cameroon has been signing in so many other areas, not only in the Ministry of Agriculture as such, but then when we talk about financing a project that will run for 6 years, 2020, 2026, to assist like these two sectors that we are talking of, we are parliamentarians in this country. You will never hear again that they are trying to evaluate what this project brought to Cameroon. You will never hear anything as trying to find out how far that project helped Cameroon in the rice sector, in the onion sector. Each year you will still hear fabulous sums of money that are being used in importing rice, in importing onion. Whereas we have all these things done. Is there any follow-up to these accords that are signed to make sure that the amount that come in is used for the same purpose? We are talking about already the second phase
what happened to the first phase? How did the first phase produce rice? On espère tout simplement qu'on aura justement les résolutions de tout cela et que les parlementaires pourront également nous dire comment est-ce qu'ils financent cela, qu'est-ce qui se passe. Bon, c'est eux qui doivent nous défendre. Et justement, ils doivent regarder. These ministries or those concerned should give a feedback and a report of how they have used. Il y a également la filière oignon. On a souvent ce problème. Souvent, il y a une période où il y a beaucoup d'oignons sur le marché, et il y a une autre période où c'est une période de vache maigre. On n'a pas vraiment les oignons sur le marché. Une période de rareté. It is already in the market now. La période a atteint d'arriver. La période de novembre, décembre, c'est souvent très compliqué sur le marché. Ouais. Justement parce que ils ont un problème de. Je suis allé faire un reportage, je crois qu'il y a là 2 ans, au marché oignon ici. Ils disent qu'ils ont le problème de conservation, c'est-à-dire conserver ça. On peut aujourd'hui, peut-être au mois d'octobre, enlever, mais le problème c'est au niveau de la conservation. Maintenant, ils sont en train de faire, je crois que accompagné du ministère de l'Agriculture et même le CAPEF, qui est justement, je vais dire, quelque chose qui aide aussi le ministère justement dans la filière agriculture, de pouvoir les former pour la conservation de l'oignon. Sinon, mais on crée même parfois la pénurie. Parfois, on ne crée pas la pénurie parce qu'on veut, mais c'est parce qu'on n'arrive pas à conserver ça pendant de longues durées. C'est ça le problème. Donc, je crois que ils sont en train de nous suivre, justement. On espère tout simplement qu'ils vont justement mettre tout en place. Hein. Parfois, c'est vrai qu'il y a la mafia partout. Hein. Même dans cette filière, il y a les gars qui ne veulent pas sortir ce qu'ils ont déjà gardé. Of course, to raise the price and voilà. Parfois, on garde aussi, to create d'une très mauvaise façon. Yes. Voilà. Steve, I think that this issue of producing onions, we should also encourage it. Tout à l'heure, on parlait de la filière du riz et de la filière de l'oignon. La filière du riz, c'est le business grave. Hein. Of course. Une mafia extraordinaire. Of course. Il y a même des gens qui n'ont même pas besoin du tout qu'on cultive le riz sur place. Of course, because they know what they Leur gain. vœu le plus cher, c'est qu'on continue toujours à importer. Because they know what they gain. Ils sont très nombreux d'ailleurs. I was saying that this Je already. peux même dire qu'ils sont là, c'est la majorité. I was saying that this onion sector is as if onion is only produced up north of Cameroon. But the experience is proven that down south here, there are areas that onion can be produced and it will be very profitable. I have it, for example, in my village in Jakiri, they produce onion. In some areas in Jakiri subdivision, they produce onion in very good quantities. But then we don't seem to encourage such initiatives that we could also produce it. Onion must not only come down from the north. And that if we start producing it, at least we may cut down the deficit. Because when you look at simple households who produce them in their gardens, you see it, doing very well. Which means if we have to produce in large scales, we would have... Moi, je pense qu'il va falloir commencer, enfin, revenir en tout cas aux fondamentaux. Cela veut dire produire sur place, produire ce qu'on consomme sur place. On va passer la majeure partie de notre temps à importer ce que nous consommons sur place. Absolument. Et justement à exporter ce que nous ne consommons pas. C'est quand même grave. Il faut comprendre que aussi comme les oignons là, c'est partout. Hein. On peut cultiver ça que ce soit au centre, au sud, à l'ouest. Peu importe. Peu importe. Voilà. Et donc on a cet avantage là. On a cet avantage d'avoir une culture qu'on peut partout. Et il y a par exemple le riz qui est un peu compliqué. Avec le riz, il faut... Même le riz, on peut le faire partout. Oui. Il suffit juste d'avoir des endroits propices à cela. Absolument. C'est pas compliqué. Donc, je crois qu'on a cet avantage et pourquoi pas investir. Le gouvernement peut le faire. Hein. Le gouvernement peut le faire. On a des hectares, les terres. Et des terres arables, d'ailleurs, le gouvernement le sait très bien. C'est faisable. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été là ce matin pour cette revue de presse commentée. Au plaisir de vous retrouver demain. Steve will be there. Nice day. Same to you. Thank you very much. Ok, je vous souhaite bonne journée à vous. Je vous en prie. Il faut toujours être fier de sa couleur. Et comme le déclarait d'ailleurs Bernard Bédadier, je vous remercie mon Dieu. Je vous remercie mon Dieu de m'avoir créé noir, d'avoir fait de moi la somme de toutes les douleurs et mis sur ma tête le monde. Le blanc n'est qu'une couleur de circonstance, le noir la couleur de tous les jours et je porte le monde depuis le premier soir. C'est ça aussi, il faut être fier de sa couleur. Que vous soyez jaune, que vous soyez rouge, que vous soyez blanc, que vous soyez noir, eh bien la seule chose à faire, c'est d'aimer sa couleur parce que c'est ainsi qu'on est né. Allez savoir justement, moi je suis très fier d'être ma couleur parce que je suis noir et je suis fier d'être noir, content d'être noir. Eh bien le thème de ce matin, vous le savez déjà, je vous le répète, thème Afrique, sentiment anti-français ou ras-le-bol d'une relation incestueuse avec la France. Nos invités commencent à arriver d'ailleurs sur ce plateau. J'ai le docteur Mbelek qui est là. Docteur Mbelek, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Josselin et merci une fois de plus de m'avoir invité. Et bon, là, vous parlez d'un sentiment anti-français. Bon, je me sens un peu
concerné parce que j'ai vécu un certain temps en France. Oui. Et lorsqu'on parle de sentiment anti-français, moi, j'ai jamais entendu parler là-bas d'un sentiment anti-africain de la part des Français. Vous n'avez jamais entendu parler de ce côté-là de sentiment anti-africain de la part de la France. Oui. Bon, on verra bien sûr tout à l'heure au cours de cette édition, justement, en tout cas sur le continent africain, c'est la France qui déclare haut et fort qu'il y a justement un sentiment anti-français sur le continent africain. Et on espère tout simplement qu'on aura le temps de parler tout à l'heure, le temps pour nous d'accueillir d'ailleurs le président Bandakani qui lui également vient d'arriver sur ce plateau, le temps pour lui de s'asseoir, c'est ça aussi la télé-réalité, les conditions du direct, on joue parfois à gauche et à droite, mais bon, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Président Bandakani, le temps de vous asseoir. Bonjour. Bonjour mon cher Jocelyn Gross. Bonjour à tous les spectateurs de DBS. Bonjour à mon cher ami, cher aîné, cher frère, professeur Belek, un très grand Africain. Bonjour à toi-même. Je bénis le Dieu Tout-Puissant qui a permis que nous soyons debout ce matin pour être à ce rendez-vous. Ça n'a pas été facile, mais on est là, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel d'être là d'ailleurs ce matin. Puisque les invités commencent à arriver les uns les autres, mesdames, messieurs, tout de suite et maintenant, voici le débat. Afrique, sentiment anti-français ou ras-le-bol d'une relation incestueuse avec la France. C'est notre thème de ce matin, c'est notre interrogation. Et au cours de cette édition, nous allons justement comprendre ce qui se passe sur le continent africain et ce que les Français déclarent haut et fort être, en fait, pour eux, un sentiment anti-français. Regardons cette vidéo tous ensemble et on va revenir après pour le commentaire. J'attends d'eux qu'ils clarifient et formalisent leur demande à l'égard de la France et de la communauté internationale. Souhaitent-ils notre présence? Ont-ils besoin de nous? Je veux des réponses claires et assumées sur ces questions. Je ne peux ni ne veux avoir des soldats français sur quelque sol du Sahel que ce soit, alors même que l'ambiguïté persiste à l'égard de mouvements anti-français. Je souhaite que nous puissions organiser une présence internationale plus forte et structurer au Sahel une nouvelle coalition autour de nous, en lien avec nos partenaires européens déjà présents. Le président français demande à nos chefs d'État africains francophones de fermer nos bouches. Parce que, selon lui, nous cultivons un sentiment anti-français. Mais vous savez très bien que c'est faux. Monsieur le président Macron, il n'y a pas de sentiment anti-français ici. Ce que vous appelez sentiment anti-français, d'ailleurs, comment vous allez présenter ça? Je suis en train de parler en français là. J'ai rien contre le français en tant que langue. Je parle pas en sénoufo ou en djoula ou en serer ou en wolof ou je ne sais quoi, soninké, bambara ou quoi d'autre. Je parle en français. Je n'ai rien contre le français. J'écris, je m'exprime, je travaille en français. Je n'ai rien contre les Français. Nous n'avons ici en Afrique francophone rien contre les Français. Ils sont nombreux, ils ont des entreprises, ils créent des emplois pour nous, ils payent des impôts. Nous sommes nombreux à travailler avec eux, à travailler pour eux. Ils travaillent souvent pour nous. Nous sommes des amis, nous nous marions, nous vivons ensemble ici comme en France sans aucune animosité. Donc, c'est pas un sentiment contre les Français ou contre le Français. Ce que vous appelez sentiment anti-français en réalité, c'est un ras-le-bol, c'est une révolte, c'est un refus de la mainmise de l'État français sur nos autorités et par ricochet sur nos économies, sur nos peuples. C'est ce que nous refusons. Les relations incestueuses entre l'État français et les États africains, c'est ce que nous refusons. Les relations de connivence entre l'État français et les États africains, c'est ce que nous refusons. Parce que simplement ces relations étouffent la démocratie, ces relations étouffent le respect des droits de l'homme, ces relations étouffent la possibilité que nous devons avoir de demander des comptes à nos dirigeants. Ces relations étouffent
l'expression plurielle chez nous. Il n'y a que ce que le président dit parce qu'il est d'accord avec Paris, donc c'est ce que lui dit qui est bon. Monsieur le Président, c'est ce qui nous révolte. On a le sentiment que vous êtes complice de nos chefs d'État pour nous brimer. On a le sentiment que les droits de l'homme que vous faites respecter en France, les libertés individuelles que vous faites respecter en France, la déclaration universelle des droits en France, déclarée là-bas par vos ancêtres, Monsieur le Président, on a l'impression que vous considérez que nous, en Afrique, on n'a pas droit à cela. Nous, en Afrique, on n'est pas digne de cela. Nous, en Afrique, on n'est pas suffisamment humain pour avoir les droits humains. C'est ce qui révolte cette jeunesse-là. La conséquence, vous voyez chaque jour de nombreux jeunes essayant d'aller là où les droits sont respectés, là où les libertés sont respectées, là où on a le sentiment qu'ils sont des hommes. C'est ce qu'il faut changer, Monsieur le Président. C'est ce qu'il faut changer. Vous pouvez parler 1000 fois à nos chefs d'État, vous pouvez leur donner des instructions 1000 fois, mais ça ne changera rien dans la tête des populations africaines ici, dans l'esprit des populations africaines ici. L'idée est que nous voulons redevenir des hommes libres. Nos ancêtres ont été vendus comme des marchandises par vos ancêtres. Comme des marchandises. Pendant de 1500 à 1890, par là, comme des marchandises. Nous fermons les yeux là-dessus. Nos parents ont été gouvernés par la décision que vos parents ont prise à Berlin de venir s'accaparer nos territoires, nous-mêmes, nos fleuves, nos rivières. Et voilà, messieurs, vous avez suivi cette vidéo avec nous ce matin. D'ailleurs, vous avez suivi la déclaration du président français qui déclare, d'ailleurs, il ose dire d'ailleurs au chef de l'État africain de lui dire concrètement les relations qu'ils doivent avoir avec la France. Qu'ils le disent clairement. Président Badakani, votre réaction? Bon, ce sont des débats, toujours les débats qui sont frustrants. Parce que c'est comme si la France se moquait de nous. Oui. Je n'ai pas vu de parler de ce monsieur que vous avez présenté là, M. Macron. C'est un vaurien, et puis il faut pas discuter avec un type comme ça. Nous savons que nos ennemis, ce sont les Rothschild, ce sont ces patrons. Ces patrons de M. Macron, là, les patrons, ceux qui l'ont placé, voilà nos ennemis. Ce n'est pas un enfant comme ça qui ne sait même pas qui il est lui-même, qui va venir nous faire discuter, fondamentalement. Donc, on nous piège, c'est-à-dire il y a un piège dans la dictature. M. Macron fait exprès d'abord. Il fait exprès de soulever un faux problème, dont il est lui-même conscient que c'est un faux problème. Parce que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a que les Africains qui ont ce type d'attitude, c'est-à-dire que des criminels, c'est-à-dire, il faut trouver un autre mot, des criminels comme les Français, et en particulier l'État français, ont fait ce qu'ils ont fait en Afrique, et font ce qu'ils ont fait en Afrique, et un président parle comme ça, et les Africains viennent lui répondre. C'est-à-dire à la manière dont fait le professeur Koulibaly là. C'est-à-dire on vient nous répondre, on dit qu'on vient justifier que non, vraiment, nous ne sommes pas actifs français, et machin comme ça. Il n'y a qu'en Afrique, parce que dans un autre monde, il n'y aurait pas ce débat. Il y a longtemps que les Français seraient partis en Afrique, parce qu'on les pourchasserait partout dans le continent. C'est-à-dire, on serait en train de les pourchasser, il n'y aurait plus aucun Français. Donc, c'est pour ça que M. Macron peut parler comme ça. Parce qu'ils ont très bien compris que l'Africain est un type d'homme particulier. C'est-à-dire qu'il a un rapport à son oppresseur qui fait comment? C'est-à-dire que vous pouvez être en même temps son bourreau, et en même temps être son ami, en même temps être son frère. Donc vous êtes en même temps son bourreau, son frère, son ami. C'est-à-dire, à un moment donné, la frontière entre l'oppression et une relation, parlons comme ça, une relation rationnelle, oui, n'existe plus. Il n'y a plus de frontières. L'oppression égale la relation rationnelle égale la coopération. Donc on est dans quelque chose qu'on ne peut même pas nommer. On ne peut même pas nommer ça. Donc, c'est pour ça que Macron parle comme ça. Vous voulez qu'on vienne s'expliquer pourquoi vous n'aimez pas la France? C'est quel débat ça? Est-ce qu'on pose des questions comme ça, en plein 21e siècle, à des peuples? Est-ce que vous aimez la France? C'est quel rapport ça? C'est quelle question d'abord? C'est à quel fondement? Si la base, ce n'est pas un mépris, à la limite raciste.
c'est parce qu'il n'y a aucune considération pour les Africains du point de vue de la France officielle. C'est parce que si vous croyez que s'il y avait une considération, si Macron nous considérait comme les êtres humains, il nous aurait fait ces pitiéries-là. Il n'oserait pas. Il ne peut pas parler comme ça. Sur terre, Macron peut oser faire sa folie-là avec le peuple. Il ne peut pas parler comme ça aux Allemands. Il ne peut pas parler comme ça aux Chinois. Il ne peut pas parler comme ça aux Indiens. Il ne peut pas oser parler comme ça même aux Turcs. Il ne peut pas. Il ne peut pas essayer. Il ne peut pas. Il n'y a qu'en Afrique où il peut s'asseoir, faire ce qu'il est en train de faire là. Faire ses grimaces de quelqu'un qui n'est ni homme ni... Je ne sais même pas comment le qualifier. Mais ce n'est pas ça l'essentiel de mon point de vue. C'est... Comment est-ce qu'en plein 21e siècle, un président parle comme ça aux Africains et d'autres Africains sortent pour répondre comme fait justement le professeur Mamadou Koulibaly, justifier que non, je n'aime pas. Comment on peut dire que j'aime la France marcher et qu'on sort? Pourquoi on n'aurait pas le droit de haïr la France? Pourquoi on n'aurait pas ce droit de haïr la France? On a le droit de haïr la France. La haine, c'est un sentiment humain. Et le vrai débat, c'est de savoir pourquoi quelqu'un peut haïr quelqu'un. Parce qu'un homme normal ne peut pas haïr quelqu'un pour rien. Je dis un homme normal. Oui. Donc si un homme normal haït quelqu'un, il faut chercher pourquoi il haït la personne. Les Africains ont le droit de haïr la France. Parce que la France est un pays haïssable à tout point de vue. Au regard de ce que la France fait en Afrique. Donc, de quoi est-ce qu'on parle même? Les Africains sont même des... Nous sommes trop pacifiques. On est trop pacifiques. On est trop pacifiques. Donc c'est un faux débat. Macron est en train de piéger les Africains. Il veut renverser une situation que la France... sur lesquels la France a perdu tout contrôle. La France, depuis 50, 60 ans, à travers les systèmes criminels qu'elle a mis en place à la suite des indépendances, tous les mécanismes criminels qui visaient à faire des Africains des hommes sans mémoire, c'est-à-dire des sous-hommes, elle a mis en place un système de contrôle des États, contrôle des individus. Parce que les naïfs croient que ce sont les États africains qui contrôlent leur peuple. Mais ça me fait rire. Les systèmes français de contrôle des êtres humains sont terribles en Afrique. En dehors du contrôle politique qu'elle a établi, en créant des États néocoloniaux, dont la mission était de réprimer les peuples, et c'est la France qui instruisait ces États dans la répression, c'est elle qui formait les dirigeants dans la répression, mais la France a organisé un contrôle corps à corps, à travers des réseaux sectaires, des sectes ésotériques, des initiations les plus obscurantistes que le monde ait connues, où on exerce un contrôle individuel sur les êtres humains, et quand vous n'êtes pas dans leur secte, on utilise l'école, les différents stades de l'école jusqu'à l'université, pour exercer un contrôle sévère sur vous. Tout ce que vous écrivez, c'est contrôlé. Si vous écrivez une thèse qui peut nuire à la France, ça ne passe pas. C'est-à-dire, chaque virgule est contrôlée. Donc, à travers des religions, des pratiques religieuses moyenâgeuses, qui n'ont aucun rapport avec nos défis, n'est-ce pas? Les Français ont mis en place un contrôle politique, culturel, économique, social, spirituel et géopolitique en Afrique, qui les a donc fait croire qu'ils étaient, comme on dit, ils étaient chez eux, ils étaient en territoire conquis. Ils sont donc surpris de voir que, à partir des années 2000, avec le mouvement panafricaniste, ils voient que tout ce qu'ils ont mis en place comme mécanisme n'a servi à rien. Parce que la balle a rebondi où ils ne s'entendaient pas. C'est-à-dire, ils se demandent que, comment un mouvement comme ça, que nous avons détruit dans les années 60, nous avons liquidé, avec tous les systèmes qu'on a mis en place pour contrôler ces gens, pour contrôler leurs dirigeants, contrôler leur vie. Mais comment se fait-il qu'un mouvement pareil émerge? Vous comprenez? Et M. Macron, qui est incapable, comme d'autres dirigeants français, de parler avec les Africains, parce qu'aucun président français peut discuter avec les Africains, avec un vrai Africain. Ils ont besoin de faux interlocuteurs. Ils fabriquent des faux interlocuteurs avec qui ils font semblant discuter. Ils ne peuvent pas débattre avec les Africains. Parce que notre rapport à la France, je suis désolé, c'est un rapport de guerre. Monsieur Ngo, c'est un rapport de guerre. Quand vous avez un ennemi historique, vous lui faites la guerre. C'est la guerre. Maintenant, comment on fait la guerre? C'est un autre débat. Mais il ne faut pas rêver. Nos relations avec la France, c'est des rapports de guerre. Il faudrait qu'un jour, quelqu'un tombe entre les deux. Et quand la France va savoir qu'elle n'est pas capable d'affronter les Africains, on aura de bonnes relations. Ce n'est pas trop dur. Je suis très modéré. Je suis dur par rapport à quoi? Je suis même très modéré. Pourquoi De Gaulle n'est pas laissé mettre à genoux devant Hitler? Pourquoi De Gaulle n'est pas laissé mettre à genoux devant Hitler? Vous savez ce que Hitler disait de Gaulle, que c'est un anti-allemand primaire. Donc il a demandé à De Gaulle d'aimer l'Allemagne, d'aimer Hitler. Et De Gaulle a dit non. De Gaulle là, cet assassin,
Elle dit entrer dans l'histoire en France, pourquoi? Parce que bon, on a organisé son histoire qu'il appelle résistance contre l'Allemagne. L'Allemagne, oui. Et c'est pas le seul cas dans l'histoire de la France. Pourquoi les colons anglais pourquoi les Anglais sont pas allés, les Américains sont pas allés se mettre à genoux devant les colons anglais, qui étaient même leurs frères? Ce sont les frères, même, ce sont les frères. Et des cousins. Pourquoi entre cousins, les Américains, cousins des Anglais, pour le prendre seulement ce cas, ne sont pas mis à genoux pour dire que vraiment, les Anglais ont dit, mais vous êtes des anti-Anglais. Votre guerre de libération de l'indépendance, c'est une guerre, vous êtes des anti-Anglais. Vous êtes des anti-Saxons. Vous haïssez les Anglais. Les Américains ont pris les armes, monsieur. Ce sont les armes qui ont aidé les Américains à se libérer de leurs cousins. De leurs cousins. Avec qui ils sont venus ensemble aux Amériques pour coloniser l'Amérique. Ils ont pris les armes. Mais quand c'est nous, la foi nous demande de nous taire, de les adorer, de dire, de bénir Dieu matin, midi, soir. D'avoir connu la France. Parce que, non, vous êtes gentils, non. Parce que la France prie les Africains. Parce que la France viole l'Afrique et viole les Africains tous les jours, toutes les secondes, toutes les heures. La France nous demande de saluer et de dire merci. De faire comme Léon-Bas. Vraiment, j'ai envie d'être méchant avec ce monsieur. Il ne vit même plus Léon-Bas. Papa de Gaulle, mon père de Gaulle. Ah, quand de Gaulle meurt, il pleure. Comme on a vu les Ibeka, les Yahi Boni. Ali Bongo, tous ces gens-là allaient pleurer à Paris quand il y avait eu des histoires qu'il y a eu à Paris. Avec l'histoire de Charlie. Voilà, l'histoire allait pleurer, que vraiment ils pleuraient plus que les Français. Voilà le type d'Africain que les Français veulent. Mais je suis désolé, mon cher Gaulle. Notre génération est consciente d'une chose. Nous sommes en guerre contre la France. C'est une guerre. Et si c'est nécessaire, s'il faut prendre les armes, on les prendra. Nos prédécesseurs ont pris les armes. S'il veut qu'on prenne les armes, on les prendra. S'il veut qu'on prenne les bombes, on les prendra, mon cher gosse. La situation que nous avons avec la France ne peut plus durer. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, il faut arrêter de faire le cinéma. C'est quand Mamadou Koulibaly là, c'est la politique de bas niveau. C'est un grand professeur, je le respecte. Mais là, la politique de bas niveau, on n'a pas à expliquer à un enfant comme Macron, qui va faire la différence entre un être humain et un animal, pourquoi est-ce qu'on veut la France. On n'a pas à expliquer devant M. Macron ce qu'on pense de la France. Vous comprenez? Je considère la France comme l'ennemi historique de mon peuple, de mon continent. Et je la traite comme telle, mon cher gosse, comme telle. Donc pour l'instant, on fait la guerre verbale, on fait la guerre psychologique, on fait la guerre politique, mais si les conditions l'exigent, s'il faut rentrer dans les maquis encore, on va rentrer prendre les armes. On vous a compris. Pour affronter ce pays. Et ce combat-là, la France ne la gagnera jamais. Merci beaucoup, Président Balakane, pour cette première prise de parole. Je vais dire bonjour à Simo qui est là ce matin. Simo, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour à tous les panélistes que j'ai rencontrés, bonjour à tous les techniciens, bonjour à tous vos téléspectateurs. C'est encore un plaisir de me retrouver à cette émission qui devient pour moi vraiment quelque chose de très important parce que ça éveille un peu les Africains. Et je voudrais emboîter le pas à Banakani, à mon ami Banakani, oui. Parce qu'il est très gentil, très très gentil. Parce que il y a la plupart des Africains qui disent que on passe tout le temps à pleurnicher, on ne passe pas tout le temps à dire des choses. Je dis, d'accord, si tu reçois des coups de poing, si ça te fait rire, moi ça ne me fait pas rire. Et je suis obligé de me préparer. Si je peux déposer une bombe sous ta partie la plus, je ne voudrais pas exagérer, pour que tu exploses avec ça, je ne manquerai pas. Parce que si ces Occidentaux, au lieu de nous tuer, ils nous insultaient, parce que nous on ne fait qu'insulter, on n'a même pas encore pris un couteau. Même pas une lame de rasoir. Et ils se mettent à pleurnicher. Ils n'ont encore rien vu. Le meilleur reste à venir avec la France. Parce que quand tu croises un pays comme la France sur ton chemin, c'est la malédiction de toute ta vie. Vous ne pouvez pas imaginer les bases militaires en Afrique depuis 70 ans. Le bilan, c'est quoi? Vous êtes à côté d'un malade, vous prétendez le soigner. Il est dans le coma pendant 70 ans. Vous faites quoi à côté? C'est vous le problème. C'est pas le malade. Non, il faut qu'on se pose des vraies questions. Je suis navré de me rendre compte qu'il y a plein d'Africains, je dis même plein d'Africains, oui, qui glorifient la France. Et pour moi, c'est un scandale. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Voir des Africains qui aujourd'hui pensent que la France, c'est le pays de la démocratie. Et pourtant, c'est la démocratie. Koulibaly l'a dit tout à l'heure. Oui, c'est oublié de venir là-dessus. Démocrate quoi? La France, démocrate quoi? Avec ce qui se passe en Afrique. Il pille, il tue, il viole. Non, c'est les mots. Il n'y a même pas de mots pour qualifier ce pays. Il dit qu'on va aimer un pays comme ça. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Aimer un Macron, ou bien Macron, tout ce que vous appelez? Non, c'est dommage. Il faut mettre un terme à cette histoire. Je dis encore à tous ces valets, les Africains,
qui prétendent qu'ils sont à la tête des États africains, qui les dirigent, qu'ils sachent que la nouvelle génération ne va plus accepter ça. C'est intolérable. Parce que l'école est restée coloniale. L'économie est restée coloniale. Je veux vous interpeller sur un cas. Regardez, au Cameroun et dans tous les pays africains aujourd'hui, vous voyez encore que CFAO est en train de revenir à travers des histoires qu'on appelle Carrefour. Et on leur donne des facilités. Et pourtant, il y a des possibilités où le maître d'un Cameroun est en train de s'implanter. Les gouvernements africains, au lieu d'encourager ces initiatives... Le Made in Africa, on cherche plutôt à importer tout ce qui vient de l'autre côté. Et je vois des hypermarchés français occidentaux s'installer encore en Afrique. Pour vendre le piment. Pour vendre le piment, bon sens. Non, vraiment, il faudrait qu'on m'excuse. Je pense que si ça continue comme ça, je serai l'un des premiers à prendre une bombe, aller déposer dans ce magasin. On n'est pas là pour ça. Ça m'engage, ça m'engage. Parce que les milliers d'Africains qui sont morts jusqu'aujourd'hui, oui. La France n'a jamais demandé des excuses. Ils continuent à piller, à violer, à torturer. Non, ça suffit comme ça. Je suis désolé. N'en déplaise. Je ne viens pas ici pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne fais plaisir à personne. C'est qu'on a déjà subi. C'est intolérable. Oui. C'est inacceptable. Et on continue à subir. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, on se retrouve devant des machins qu'on appelle hypermarchés, Carrefour, dans tous les pays africains, au détriment du Made in Africa. Il y a plein de gens qui ont pris l'initiative, que je connais très bien, qui ont mis en place des magasins Made in Cameroun. Il y a le Madika, il y a Ambiak, il y a plein de gens qui ont pris l'initiative. Au lieu que les États africains les encouragent, on accepte des gens et on leur donne des exonérations en matière de douane en Afrique, au lieu de les imposer 100% de frais de douane pour encourager le Made in Cameroun. Je me rappelle, quand je vais dans des cafés, je vois encore des thés importés. Des thés. Et pourtant, au Cameroun, il y a le meilleur thé. Le meilleur thé. Bon sens. Je ne vais pas citer les noms, vous en savez quelque chose. Vous pensez qu'on va continuer à accepter ça? Les emplois qu'on crée en Occident, au lieu de les créer en Afrique. Parce que le Made in Cameroun, Made in Afrique, ça permet de créer des emplois. Mais au de quoi, on importe des choses, et quand on importe, ça veut dire qu'on crée des emplois là-bas, on leur envoie de l'argent et tout et tout. En dehors de ça, regardez une histoire qu'on appelle Canal+. Je pense avoir envoyé tous ces gens des images à la plupart des Africains. Où vous nous avez fait un calcul mathématique que nous avons d'ailleurs vu sur les réseaux sociaux. On vous comprend parfaitement. Voilà. Messieurs, s'il y a 1 million d'abonnés à Douala, oui, qui paient 5 000 francs, vous imaginez combien ça fait par mois? 5 milliards, ne vous inquiétez pas. Ça rentre dans les caisses de qui? Et pourtant, on peut en Afrique mettre un satellite qui ne coûte rien du tout et qui va couvrir toute l'Afrique. Non, je suis désolé. Il faut que les choses changent. On est fatigué. On ne peut plus continuer comme ça. Je suis désolé. Merci beaucoup Simon D d'être là ce matin pour cette édition de DBS Matin. Je vais me tourner vers le docteur Jean-Paul Belair. Docteur Jean-Paul Belair, vous avez été en France. On parle bien sûr de ces sentiments anti-français de l'autre côté. C'est eux qui disent qu'ils ressentent un sentiment anti-français sur le continent africain. D'ailleurs, vous avez suivi le président français tout à l'heure, Emmanuel Macron le déclarait haut et fort. Il veut pour lui en tout cas que les présidents africains lui disent clairement s'ils ne veulent plus de la France sur le continent africain. Moi, je me pose dans la question, quand le chef de l'État français fait ce genre de déclaration, que font les chefs d'État africains pour prendre une décision simple en disant « nous n'en voulons plus » ? D'abord, moi aussi, je vais dire bonjour à tous les téléspectateurs de DBS, ce que je n'ai pas dit en début d'émission. Et bien sûr, mon bonjour et franchement, remerciement aux techniciens qui font tous les efforts pour que cette émission ait lieu très tôt le matin. Voilà. Alors, donc, je vais enchaîner un peu sur ce que vient de dire Simon. Vous avez vu le côté chiffre en termes d'argent. Oui. De monnaie, on va dire. Vous êtes mathématicien, vous comprenez parfaitement, vous allez calculer. Mais il y a... Non, je ne calcule pas doucement, je ne veux pas calculer. Voilà. Mais il y a aussi juste le temps de présence devant une émission qui est pilotée de l'extérieur. C'est un temps qui nous occupe. Parce que si on enlève ce Canal+, et qu'on met une autre chaîne de télévision comme DBS, ce temps de présence est pour DBS. Oui. Donc c'est qu'il faut qu'on arrête même d'orienter nos populations vers des émissions qui ne nous concernent pas, ou qui nous orientent nos esprits et nous mettent en dehors de cette volonté de nous libérer. Voilà. Donc c'est pas seulement un problème d'argent, mais c'est aussi un problème de temps de présence dans nos têtes. Enfin, quand je dis nos têtes, c'est pas la mienne, mais celle du commun... Des mortels, on vous comprend parfaitement. Oui. Alors donc, Emmanuel Macron, le président de la France, j'ai beau avoir séjourné là-bas, j'ai encore un petit pied là-bas, disons en orteil, c'est pas pour autant qu'il va être dédouané là. Parce que son discours frise l'hypocrisie. Oui. Il faut arrêter de nous arrêter comme ça, Steve, parce que nous, on n'est pas des poltrons. Hein.
Ok, moi j'ai vécu là-bas, mais je crois que c'est ça qui m'empêche de dire ce qui est quand je pense à mon propre pays, mon continent, ma race et même l'humanité. Voilà, on n'a rien à craindre là. Les feux de Jupiter, donc, quand ça bat trop sur moi, sur le champ. C'est une situation qui a trop duré l'esprit esclavage. Donc je reviens sur Macron. Emmanuel Macron, il demande aux chefs d'État africains, parce que c'est ça qu'on veut comprendre. On veut comprendre que, bon, ok, les peuples, d'accord, peut-être. Les populations ne veulent plus de la France. Maintenant, les chefs d'État, vous pensez quoi? Oui. Okay? Non, le président Madakena a répondu. Okay? Mais même les présidents lui ont déjà répondu. Que je sache, il dit, pour que les troupes françaises restent là-bas, il faut qu'on soit clair par rapport au sentiment anti-français, n'est-ce pas? Oui. Mais Idriss Déby n'a pas demandé, les populations maliennes ont demandé aux troupes françaises de partir. Ok, c'est population. Mais Idriss Déby est un chef d'État. Il n'a pas demandé à la base militaire française de rentrer, ou déjà de payer ce qu'ils doivent, et même de rentrer. Ils sont encore là. Ça devait se passer à un certain mois de décembre, si je ne me trompe pas, l'année dernière. Ils sont toujours là, non? Pourquoi il ne part pas? Puisque là, on lui a fait une demande, ne serait-ce que de façon formelle. En Mondovision. Oui. Et les troupes françaises sont encore là. Donc, il ne fait que parler. Ok, alors en France, ils ont un problème là-bas, c'est la repentance. Le gouvernement français, Sarkozy, surtout lui, il répétait ça tout le temps. Le gouvernement français a déclaré qu'ils ne font pas la repentance. C'est-à-dire que quel que soit le mal qu'ils ont fait aux Africains, il n'y aurait jamais de repentance. Ok? Mais eux, ils n'arrêtent pas, à tout bout de champ, de demander la repentance des autres nations. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Le sentiment anti-français. Il n'y avait pas un sentiment anti-allemand. Les Français de nos jours même entretiennent un sentiment anti-américain qui s'appelle primaire. Ils entretiennent un sentiment anti-allemand. Pour un rien, dès que Mme Merkel n'est pas d'accord avec ceci, cela, il y a un sentiment anti-allemand. Même on appelle même à arrêter d'acheter des produits allemands, les Volkswagen. Alors, il y a aussi un sentiment anti-américain. Et pourtant, les troupes françaises ne pourraient même pas bouger en Afrique si les États-Unis n'accordaient pas leur faculté en termes de logistique, ne serait-ce que des hélicoptères. Ok? Donc les Français, ça s'appelle l'hypocrisie. Donc, comme je suis poli, j'ai dit ça frise l'hypocrisie. Ok? Alors, maintenant, eux, ils nous insultent tout le temps. Parce que notre extension va jusqu'à la diaspora africaine. Le Memorial Act en Guadeloupe, là, c'est pas une insulte. Je vous invite à regarder les vidéos sur YouTube où les entiers eux-mêmes parlent de l'insulte du Memorial Act. Hein? Voilà. Et c'est pas tout. Le camp de Tiaroy, ça n'a pas existé. On n'a pas fusillé des Africains qui demandaient simplement leurs droits. On les a pas fusillés. Et les parents de ces gens-là n'ont pas droit de demander quelque chose, un compte à la France. Ils n'ont pas de droit. Hein, au gouvernement français. Bon, ok. Lorsque les Africains ont pris leur sang, ils ont le sang des Africains coulé pour libérer la France, entre guillemets, de ceux de Gaulle, qui est un poltron, un lâche d'ailleurs. Je l'ai déjà dit ici. Voilà. Ok. On les a pas empêchés de défiler. On a empêché justement les Noirs de défiler justement aux Champs-Élysées. Alors, on n'a rien à reprocher là-bas, même symboliquement, on n'a rien à reprocher là-bas. Ok. Et Haïti, qui se libère de la France et a été appauvri alors que pendant l'esclavage, c'était la perle noire des Antilles pour la France. Et lorsqu'ils se libèrent maintenant, on les oblige à payer un tribut en or qui a duré dans les années 250, donc pendant plus d'un siècle, jusqu'à les appauvrir aujourd'hui. Hein? Il n'y a rien à demander là-bas. Hein? Etc., etc. En d'autres termes, le sentiment anti-français, s'il existe, et je dis qu'il existe, parce que ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité. Donc là, c'est un euphémisme, c'est une réalité. Hein? Donc, ce sentiment-là, qui veut que nous nous débarrassons de la tutelle française, la Constitution française, que nous soyons libres, est un sentiment humain et naturel. Lorsque le président Badakani dit, mec, ils font ça parce qu'ils ont trouvé des êtres qui aiment le bourreau et qui en même temps disent qu'ils sont ses amis. Mais président, c'est écrit quelque part. Ça s'appelle le Talmud. Dans le Talmud, tous les autres humains, à part les juifs, c'est du bétail. Donc ça, c'est un comportement de bétail. Parce que c'est une vache qu'on traite un peu comme un ami. Oui. En la soignant un peu, et en même temps, un jour, elle à l'abattoir. C'est un comportement. Donc, ça justifie leur politique. Nous sommes du bétail. Nous ne sommes pas du bétail. Nous sommes les premiers humains. L'humanité est née en Afrique. Et nous en sommes conscients. Donc, ce n'est qu'un début. Hein. Président, il n'y aura pas de maquis. Il n'y aura pas de maquis. Parce que le maquis, c'était quand il y avait la colonisation directe. Bien sûr. Voilà. Il n'y a pas de maquis, nous sommes déjà là. Donc, s'il y a la guerre, c'est une confrontation directe. Et c'est eux qui doivent prendre le maquis maintenant. D'ailleurs, ils n'auront même pas l'occasion de prendre le maquis parce qu'ils doivent quitter. Ils prendront la mer. Il faut qu'ils rentrent chez eux. Ok? Quand tu vis en France, tous les jours tu es maltraité. Le racisme est latent en France. Le racisme est permanent. Même les députés, Madame Taubira, qui a occupé une des plus hautes fonctions en France, elle en connaît quelque chose, non? On l'a traité de guenon. Madame Taubira, c'est pas à l'époque de Boubou. Je parle de Félix Eboué, qui disait qu'on a beau être gouverneur, on n'est jamais qu'un boubou pour les Blancs, les Français. Oui. Mais en réalité, Madame Taubira, elle, c'est pas si long, c'est pas si vieux. C'est une affaire d'à peine 10 ans. Bien sûr. Voilà. Ça fait pas encore 10 ans. Et récemment, les députés de Bono, député de chez Mélenchon, là. Hein, elle est traitée comment la caricature.
Combien de Noirs passent à la télévision en défendant leur point de vue quand ils ne sont pas sélectionnés, comme l'a dit le président Bandakani, en France? Ok? Et en France, non seulement il y a le racisme en permanence, mais il y a même des jugements, comment dire, qui ne sont pas équitables. Parce que quand il y a une bavure policière, que ce soit contre les... Quand vous étiez en France, pendant vos études et tout ce que vous avez fait du côté de la France, est-ce que vous avez subi justement ce racisme? Ça, c'est une question personnelle. D'accord. Non, je vais expliquer pourquoi. Oui. Parce que si c'est une question personnelle, je n'ai pas subi le racisme autant que j'ai vu autour de moi. Parce que mes propres enfants, qui sont des métis, ont subi le racisme. Moi, je suis justement passé plus ou moins à travers les gouttes. Mais je connais le racisme, je l'ai vécu à travers d'autres personnes. vous comprenez. Et je l'ai vécu en tant que faisant partie d'une communauté. Le racisme existe en France et il est clair. Et je vais vous dire une chose. Souvent, il ne vient pas de la population. Parce que la population francaise, même si elle est un racisme, c'est comme ils sont préparés du tribalisme. C'est quelque chose de plus ou moins humain qu'on peut comprendre. Voilà. Mais le racisme en France, le problème de la racisme en France, c'est qu'il est institutionnalisé. Et il y a des Africains qui ont posé la question, des Afro-descendants qui ont posé la question de l'institution du racisme en France. Et les gouvernements français mettent en avant des gens qui viennent dire le contraire. Allez, Zemmour. Élie Zemmour. Élie Zemmour. Élie s'appelle... Enfin, c'est Zemmour. Oui. Bon, Zemmour, mais c'est pas Élie. Hein. Pas Élie. Bon, il y a deux Zemmour en tout cas du côté de la France. Il y a le comédien Éric Zemmour. Éric Zemmour. Ça sonnait pas bien à mes oreilles. Ce Éric Zemmour n'arrête pas de cracher sur les Noirs et les Arabes. Parce que quand on dit arabe... Aussi au vu de tout le monde d'ailleurs. Il faut oublier même le son arabe. Hein, parce que le cheikh qui vient d'Arabie Saoudite n'a pas de problème. Quand on dit arabe, il faut entendre africain. C'est-à-dire que tous les ressortissants africains, qu'ils soient de peau noire ou un peu basanés, tous ces gens-là, c'est eux qui sont discriminés en France. Il y a d'ailleurs fait une sortie la semaine dernière et qui a énervé d'ailleurs pas mal d'Africains. Comme il y a beaucoup d'autres choses à dire et que... On a tout le temps, ne vous inquiétez pas, on a encore beaucoup de temps pour parler justement de ce sujet. Permettez-moi de lire quelques messages qui tombent justement. Bonjour à toute l'équipe de DBS Matin, merci pour tout ce que vous faites pour éveiller la conscience des Africains. Concernant la thématique de ce matin, il faut que Macron le sache, nous ne sommes pas obligés à le caresser au sens du poil. Si c'était un doute pour lui, nous haïssons la France et j'assume mon sentiment anti-français. Monsieur Tchagé depuis Malabo en Guinée équatoriale. Bonjour le panel. Macron connaît bien la plus grave erreur de la France, c'est de prendre pour président non, vous allez dire, fixez bien cette créature, vraiment loin d'être une personne normale, ce n'est pas, non, là encore, c'est dur les amis, je vais pas lire tout ça, c'est madame Messi-Claire depuis Yaoundé. Je reviens, les présidents africains, ne comptez pas sur eux, je me souviens quand Obama et Sarkozy bombardaient Kadhafi, ils étaient réunis en Guinée équatoriale, ils n'ont même pas parlé de la Libye, ils auraient soulevé cette situation. Ça pouvait prendre une autre tournure, peut-être même s'arrêter. Ne comptez pas sur vos dirigeants. C'est ce que déclare Messi-Claire, maman Messi-Claire, depuis Yaoundé, la capitale du Cameroun. Bonjour à tous et au président Bandakani. Je tenais juste à vous dire que je suis un de vos plus grands fans. Je vous suis chaque matin et je suis très intéressé car j'apprends chaque jour de vous des popis de Yaoundé depuis Ekounou. C'est ce qu'il nous écrit. Salut DBS, c'est un grand plaisir de vous savoir tous bien portant ce matin. À mon avis, pourquoi les Africains répondent quand Macron se plaint du sentiment anti-français. Il s'interroge d'ailleurs, ce téléspectateur, vous n'avez pas à répondre, car cette haine, elle est légitime. Moi, je vous dis que je hais la France et que haïr la France est une bénédiction ancestrale pour chaque Africain. Un jour viendra où les Français seront perçus partout en Afrique comme des Israéliens en Palestine, un ennemi numéro 1 dont il faut agir par tous les moyens pour mettre hors d'état de nuire. C'est Latifou Moula depuis Sokodé au Togo. Merci à vous, c'est un fidèle téléspectateur de DBS Matin. Quel sentiment voulez-vous que les Ivoiriens, dont africains, aient à l'endroit du politique français quand il est écrit sur le bureau du président ivoirien, je cite, la Côte d'Ivoire n'appartient à personne, la France peut tout faire en Côte d'Ivoire. C'est ce que la personne est en train de nous écrire. Sarkozy a poussé le bouchon tellement loin qu'il a fait que les chefs d'État africains ont embrassé dans une même élection de président. C'est un Ivoirien qui écrit, mais vous savez, ils écrivent, mais restent dans l'anonymat de peur d'avoir des représailles. Bonjour Monsieur Gauche, je suis désolé, mais je n'aime pas la France. Je hais les Français jusqu'au fin fond de mes entrailles. Signé Godola Garvé depuis Marois. Monsieur Bandakani, vous êtes super, qu'Allah vous protège, la vérité blesse, mais ne tue pas. Amoussou Chibara depuis Tchamba
au Togo. Bonjour à vous sur le plateau. Je pense que le monsieur qui s'exprime en anglais a parfaitement. Là, il parlait de tout à l'heure qu'on racontait d'ailleurs, on parlait des livres, hein, raison. Ils ont tout copié maintenant. Le mot-clé est le modernisme, ce qui voudrait dire que nos propres produits sont dépassés pour certains d'entre nous. C'est pourquoi, dans les supermarchés, ces gens ont compris la politique du marché et mettent ces produits étrangers en avant et nos produits en arrière-plan. William, depuis Ndokpasi 2. Messieurs, il y a toujours des messages encore et encore. Président Banakani, du côté de la France, c'est quand même assez bizarre. On sait pertinemment, et d'ailleurs c'est un secret polichinelle, que la France est un pays raciste, mais ressent à l'intérieur de lui que sur le continent africain, il y a un sentiment anti-français. N'est-ce pas là un paradoxe? Ben, la France n'est pas à ce paradoxe près. Il faut appeler ça paradoxe. Mais ce sont c'est les contradictions qui travaillent un criminel. Vous savez, le criminel, tu sais, les Romains, les Romains, quand ils avaient envahi un pays, massacré les populations, quand le romain les saisissait, ils jetaient le sel. Ils jetaient le sel pour essayer de se soigner eux-mêmes. Oui. Vous comprenez? Mais ça ne réglait rien. C'était une espèce de geste initiatique, n'est-ce pas, pour essayer de guérir le traumatisme qui frappe le criminel. Parce que quand vous massacrez les peuples, vous les massacrez, nous sommes des humains. Bon, je parle des humains. Oui. Et il y a beaucoup de non-humains. Oui, on vous comprend. De plus en plus actuellement là. Il y a beaucoup de non-humains et on les voit agir, tous ces gens-là qui nous signent les lois bioéthiques en France, des gens comme les Macron, tous ces Bill Gates, ces gens-là. Il y a beaucoup de non-humains sur Terre. C'est-à-dire que, mais des êtres humains normaux, chaque fois que l'impérialiste ou le colonisateur a détruit sa proie, pour réparer lui-même pour reparler sa mentalité qui est complètement détruite, il fait des rites expiatoires, il cherche le mot. Il se livre à des rites expiatoires. Il prend le sel, il jette sur l'endroit pour se guérir, il fait des choses bizarres. Oui. Comme Macron là. Là, on a plein rite expiatoire d'un type nouveau. C'est-à-dire ce discours de ce monsieur-là, qui parle comme ça aux Africains, c'est un rite expiatoire. Parce que Macron n'est pas normal. Comme tous les présidents, la France n'a eu aucun président normal. C'est très sérieux. Alors, on peut appeler De Gaulle le grand en France, mais tous les Africains savent que c'est un assassin. De Gaulle, c'est un assassin. Le temps viendra, on va juger De Gaulle. Même on va le juger à titre posthume. Vous comprenez? Parce que vous n'êtes pas un être normal. Lorsque même votre peuple vous a chassé. Parce qu'on a fabriqué un aura de Gaulle, mais l'histoire va être restituée tout à l'heure. Tout à l'heure, Jean-Paul Blec en parlait. L'histoire sera restituée. Qui est vraiment De Gaulle? On va savoir comment... On en a parlé d'ailleurs ici lors du 27 août dernier. On a fabriqué ce monsieur, quand il va à Londres, on l'a fabriqué. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Oui. Comment vous pouvez faire que M. De Gaulle, quand on l'a chassé, partout il était, quand les vichistes le pourchassaient, oui, il se retrouvait où? Au Cameroun, à Douala. Précisément à Douala. Maigre. Il était maigre, affamé, sans habillé en rayon. Pauvre. Il n'était rien, De Gaulle. Mais c'est ici qu'on l'a lavé, ce monsieur. On l'a habillé, on l'a nourri. On lui a donné de l'argent, on lui a fourni des troupes pour aller libérer la France. La France libre est née où? Au Cameroun. Oui. C'est écrit d'ailleurs encore. Hein, bon, vous trouvez que ce monsieur que la France libre est née au Cameroun. Bon, vous trouvez donc que vous avez affaire à un être équilibré, normal. Une fois que la France est libérée, ce qu'il nous fait à nous, c'est de nous imposer un système nazi. Vous croyez qu'un monsieur comme ça peut être tranquille dans sa vie? La nuit, il fait des cauchemars. Donc, il faut qu'il fabrique constamment des rites expiatoires d'un genre nouveau, tous les jours, pour essayer d'être en paix. Parce que De Gaulle a toujours été hanté par le cauchemar qu'il a fabriqué en Afrique. D'où le système de Foccart. Donc, il y avait deux États en France, l'État officiel et l'État de Foccart. Or, Foccart, c'était qui? L'homme de Gaulle. Or, qui est Foccart? Un déréglé mental, un criminel, Foccart. Tout le monde le sait. Pompidou, De Gaulle est parti. Pompidou, pareil. Jusqu'à c'est un pauvre type qui a besoin d'argent, il va en Centrafrique. Pourquoi vous m'arrêtez? Non, je vous suis, non, je vous arrête pas. C'est un pauvre type qui va en Centrafrique. Bokassa lui dit, comme tu es pauvre, prends le diamant. Mais qu'est-ce qu'il fait à Bokassa? Il lui prend sa femme, il lui fait un enfant. Giscard par eux. Je parle de Giscard. Ah, bien sûr. Il est normal, ce monsieur? Il est normal? Alors, il faut donc, chaque fois qu'ils font ça, il faut qu'ils inventent des rites expiatoires. C'est-à-dire qu'ils élaborent des discours, qu'ils créent des systèmes bizarres. Il faut qu'ils cannibalisent les présidents. Parce que Giscard a fait un enfant, la femme de Bokassa, à Bokassa sur son dos, alors que Bokassa l'a dépanné avec le diamant. Parce que c'est un pauvre type, il a beau avoir un nom prestigieux, mais c'est un pauvre type, c'est un minable, à tout point de vue. Il lui fait un enfant sur le dos. Et pour justifier, qu'est-ce qu'il fait? Mais il faut que Paris dise que Bokassa mange la chair humaine. Donc, le discours sur le cannibalisme de Bokassa, c'est un rite expiatoire.
Il faut bien comprendre ce que je suis en train de vous dire. C'est un rite. Il faut que Bokassa mange la chair humaine pour que Jospin soit tranquille. Parce qu'il est hanté par le cauchemar de Bokassa. Il faut qu'on le déclare d'ailleurs qu'il mange la chair humaine. Très bien. Ce n'est pas le cas. Vous comprenez ça? Donc, ce que je suis en train de dire. Oui. Et quand Giscard est parti, qui est venu? Un autre malade mental, Mitterrand. Quelqu'un qui n'a pas de conviction politique, il est parti de l'extrême droite pour se retrouver à gauche, pour être socialiste. On ne sait même pas où il était. C'est un criminel. Monsieur Mitterrand, si on prend seulement l'épisode de Sankara, mais il fallait bien justifier. Il fallait tenir un discours, un rite expiatoire. Après avoir tué Sankara, devenir le promoteur de la démocratie. La Baule, qui était un rite expiatoire à Mondovision. En 1990. Où Mitterrand était assis, le président africain était assis, il se livrait en cours sur la démocratie. Mais Mitterrand peut être un démocrate. Pourquoi? La mémoire de Sankara. La mémoire de son passé piétiniste. La mémoire de ses crimes en Afrique au temps d'indépendance, qu'elle était ministre des colonies, parce que les gens savent face à qui était Mitterrand. Des crimes. C'est Mitterrand qui a retourné au Fred Boigny. C'est Mitterrand qui a organisé la torture des patriotes africains. Mitterrand. Donc tout ça, pour que ça ne le poursuive pas, il doit se livrer à des rites expiatoires dans les discours et en s'assurant pour qu'en Afrique n'émerge pas les gens, n'émerge pas la vérité historique. Pourquoi voulez-vous qu'un pays comme la France, qui a massacré Moumié, si on pense moi le cas de Moumié, William Bechtel, un colonel, il s'appelle colonel Bechtel, c'était un colonel de l'armée française. Oui. Flagrant délit de crime, mais on l'a protégé. Mais un État qui fait ça doit être constamment en train de faire des rites expiatoires pour gérer son traumatisme, pour gérer cette relation en fait qui est ingérable. C'est ça la vérité, c'est pas gérable. Donc pour gérer ça, il faut être anormal, il faut te mettre sur un piédestal d'anormalité. Donc la France n'a jamais été dirigée par les gens normaux. Bon alors, après Mitterrand, vous savez qui est venu, non? Jacques Chirac. Sans commentaire. Donc, lui au moins il s'est ressaisi. Vous savez, quand il s'est ressaisi, pour guérir de son traumatisme, quand il a avoué que nous pillons l'Afrique, sans l'Afrique nous ne sommes rien, on a dit que la maladie de père qui saute. Vous l'avez oublié? On n'a pas oublié. Hein? On ne l'a pas oublié. On en a parlé d'ailleurs sur plusieurs plateaux. Je te fais une démonstration, hein, logique qui est claire. Donc vous voyez que dès que Chirac a voulu devenir normal, on l'a rendu anormal. Et dès qu'il a dit ça, on l'a enlevé de la scène publique. On a dit qu'il est malade. Parce qu'il a dit la vérité. Et après Chirac, le plus malade, Sarkozy. C'est-à-dire, comment un pays peut mettre élu comme président Sarkozy? Bon, vous avez vu. Bon, lui là, il est tellement malade, c'est-à-dire, il est tellement déséquilibré, il est tellement troublé que lui, il va de délit en délit. Non seulement lui il tue en direct, c'est-à-dire que lui il tue en direct, De Gaulle tue en cachette. Et il déclare une fois que personne ne l'arrêtera. Il tue en direct et il dit je suis fier d'avoir tué en direct, mais il vient de sortir. Tous les jours il insulte les Africains en France. Il a fait une dernière sortie, il a qualifié de singe. Vous ne pouvez pas, ça fait pas un mois. Non, on est au courant, ne vous inquiétez pas. Alors, M. Macron a dit un mot. Jusque-là, on n'a rien entendu. Parce que je vous dis que chacun doit se livrer à son rite expiatoire. Alors, après Sarkozy, celui-là, on ne sait pas comment on peut le qualifier. Moi, j'ai de la peine à le qualifier. Il a marié sa grand-mère, c'est normal. Ça dit qu'il est le plus petit de sa famille. Et il dit même qu'il a le petit-fils. Hein. Il dit ça, il a le petit-fils. Bien sûr. Bon, on ne sait pas quand il les a fait. Mais comment? Donc, voilà un monsieur qui vient. Lui aussi commence d'abord à insulter tout à Mondovision. En Afrique, sur la terre africaine, il vous dit, vous avez un problème, vos femmes font trop d'enfants. Bon, il est normal. Quand nous faisons le constat qu'il n'est pas normal, on dit que vous êtes violent. Vous n'êtes pas poli. Vous n'êtes pas les diplomates. Monsieur, vous venez vous parler à un continent, sur la terre africaine. Vous dites aux gens que votre problème, c'est que vos femmes font 8 enfants. C'est ça votre problème. Arrêtez d'accoucher. Monsieur Macron. Mais avant même de dire ça, plus grave encore, c'est-à-dire, c'est le monsieur, oh bon Dieu, et ce monsieur vient s'asseoir pour nous dire, de nous expliquer sur le sentiment anti-français. Ce discours-là qu'il tient, c'est un rite expiatoire pour gérer la crise morale qui le massacre à l'intérieur. Il ne peut pas être équilibré, ce monsieur, mon cher gosse. Donc, quand j'ai rappelé cette maladie qui travaille tous les présidents français, voilà pourquoi je dis et je répète, la France ne peut pas dialoguer avec les Africains. Que les gens arrêtent de rêver. Pour que la France dialogue avec les Africains, il faut qu'elle fabrique des Ouattara, des faux interlocuteurs. Parce que le franc CFA est né comment? Quand on crée le franc CFA, la France est assise avec la France. C'est 3 Français, 2 Français envoyés de la métropole et un autre qui était en face. Ils ont signé, ils ont dit,
l'autre Français a signé au nom de l'Afrique. Quand vous voyez l'acte fondateur du franc CFA, c'est 3 Français qui ont signé. Et on dit que l'autre Français a signé à notre nom. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, pour ne plus donc faire ça, il faut créer des faux interlocuteurs dans l'histoire. Toujours créer des faux interlocuteurs. Donc, c'est pour ça que le débat sur la responsabilité du président, j'ai toujours dit aux gens, et il y a des polémiques là-dessus, on dit, ok, le président Balkan soutient les dictateurs. Comme si le dictateur, c'est un argument. Il y a des gens qui parlent de quoi? Mettez-vous à la place du président. Je dis, même Ouattara, que nous combattons là, je le comprends. Il y a des moments où je sais très bien ce qui c'est. Derrière Ouattara, il y a qui? Vous croyez que Ouattara pouvait prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire sans Sarkozy? C'est possible, mais quel est ce procès qu'on va faire? On dédouane Sarkozy. Il faut également rappeler que Sarkozy est conseiller du chef de l'État. Je vous dis que est-ce que Ouattara pouvait prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire sans Sarkozy? Sarkozy a allé jusqu'à arrêter Gbagbo au palais. Ils sont entrés au palais pour sortir le président. Et après, ils les ont donnés aux rebelles. Ça veut dire que les rebelles, les Soro, n'étaient même pas capables de faire 2 jours avec la meilleure régulière de la Côte d'Ivoire. De quoi est-ce qu'on parle? Donc je dis que même la personne de Ouattara, que nous considérons comme la plus grande catastrophe, et on a expliqué pourquoi. Même jusqu'à là, quand vous allez regarder au fond, vous allez voir que derrière, il y a toujours quelqu'un. Il y a la communauté internationale. Et la France. Autoproclamée. Donc, je reviens tout à l'heure au discours du professeur Koulibaly, pour qui j'ai du respect, je le précise. Comment les Africains peuvent dire que la France est un pays où il y a les droits de l'homme? Même si vous faites de la politique, vous ne pouvez pas dire ça. Que c'est le pays où il y a la démocratie. On respecte la dignité des gens en France. On ne peut pas dire ça. Ça, quel fondement scientifique un pareil discours? Ça, quel fondement un pareil discours? Comment je peux me proclamer défenseur d'une démarche universaliste, parlons comme ça? Parce que la France dit partie de l'universel. C'est ce que la France dit. Que bon, ok, ça veut dire que les droits de l'homme sont valables partout. Mais comment je peux le dire quand je considère que les droits de l'homme sont respectés chez moi, par plus formalisme en passant, mais c'est pas ça le débat. Mais quand je vais hors de mon pays, je massacre ces droits. Je dénie à des semblables le statut d'humain. Et vous osez faire croire que ces gens-là ont cru un seul jour que les droits de l'homme sont réels, existent? Dans l'histoire de l'Europe, où est-ce qu'on a respecté les droits de l'homme un seul jour? Dans l'histoire de l'Europe. Depuis le berceau gréco-latin jusqu'à aujourd'hui, comme dit, faites un débat dessus, que les gens viennent débattre dessus. Comme montre un seul jour dans l'histoire de l'Europe où c'était respecté. Si vous croyez que les droits de l'homme, c'est les déclarer, c'est de formaliser comme tel. Mais en niant la dialectique qu'il y a entre le vécu de ces droits en Europe et le fait que ce sont des pays qui sont fondamentalement, essentiellement impérialistes. Un État impérialiste ne peut pas en même temps dire qu'il défend les droits de l'homme. C'est une contradiction pas possible. Donc on ne peut pas dire qu'en France, il y a la dignité. Il n'y a jamais eu de dignité là-bas dans ces pays-là. Aujourd'hui, les peuples le découvrent aujourd'hui. Vous comprenez? Parce que pour que des nations s'asseyent et délibèrent, mon cher, délibèrent, ça veut dire ils délibèrent, ils réfléchissent et aboutissent comme résultat de leur réflexion la programmation de l'extinction humaine. Vous appelez ça démocratie? Ils ont été un jour de démocratie. Quel est le continent dans l'histoire qui, pour survivre et vivre, a élaboré et a posé comme concept opératoire l'extermination de l'humanité? C'est l'Occident. Et les Africains osent nous dire que c'est le droit de l'homme. Non, que c'est les pays démocratiques. Leurs valeurs sont les droits de l'homme. Les droits de l'homme ont été respectés sur un seul continent, c'est l'Afrique. Allez lire votre histoire. Allez lire votre histoire. Parce que quand vous avez une théorie de la vie, c'est sur le continent africain. Et les cosmogoniens africains sont une théorie de la vie. Quand vous avez une théorie de la vie, de manière indiscutable, vous débouchez sur la célébration des droits de l'homme. Alors là, on ne dit pas, on vit ça. On vit. Mais là-bas, on proclame pour tuer ça, mon cher Jocelyn. Donc, je termine avec Alors, nous parlons. Il y a un discours en France, en Europe. Il faut bien suivre. Tout à l'heure, M. Belek a convoqué des noms. Prenez ça au sérieux. Il y a un discours aujourd'hui en France qui vise... Qui fait la promotion du retour de l'Empire français. Et c'est publiquement dit sur les plateaux de télé. Zemmour le dit. Bernard-Henri Lévy, philosophe criminel, le dit. Qu'il faut que la France redevienne un empire. Alors dites-moi, quand on dit que la France redevienne un empire, il va aller faire l'empire ou en Chine? Il va aller faire l'empire ou en Inde? Ou? C'est qu'on est en train de dire que recolonisons brutalement les Africains. C'est ça que ça veut dire. Et c'est dans un contexte qu'un président parle comme ça. Donc le fondement rationnel
ce que Macron appelle sentiment anti-français. Parce que moi, je ne prends pas les propos d'un malade mental. Donc, ce qu'il appelle sentiment anti-français, le fondement, c'est quoi? C'est que les gens viennent chez vous, ils vous assassinent, ils vous démolissent, ils vous violent, ils vous détruisent, et créent des conditions pour que ce crime-là qu'ils ont commis sur vous, vous oubliez, et que vous passez le temps à embrasser votre bourreau. Vous comprenez? Quand on fait ça en psychologie, vous comprenez, Freud l'a démontré, quand vous faites ça quelque part, la réponse mécanique, hein, c'est quoi? C'est que vous avez le contraire de ce que vous souhaitez. C'est comme si vous comprimez quelque chose. Ça sort en... On a le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que ça sort, quand vous comprimez quelque chose, vous comprimez quelque chose, ça explose, c'est l'explosion. Donc, si le sentiment français, si je reprends son mot, qui crée ça, c'est la France qui crée directement le sentiment anti-français, pour prendre des expressions de ce voyou. C'est la France qui crée le sentiment anti-français. Vous comprenez? Parce que il ne peut pas avoir autre chose en Afrique qu'un sentiment anti-français. Si je reprends ces propos, mais c'est la lutte contre l'impérialisme. Merci beaucoup, président Badakani. C'est pas négociable, vous l'avez compris. Hein. Je vais lire. Steve, maman n'est pas contente. Fais lire mes SMS que tu refuses de lire à mon président Badakani. Et à maman Messi Claire qui nous appelle depuis Yaoundé. Elle veut que je lise mes SMS comme c'est écrit. Bonjour le panel Macron ou Macron. Elle est présente. Elle regarde d'ailleurs. Bien. La plus grave erreur de la France, c'est de prendre pour président ce Mongol. Fixez bien cette créature, vraiment loin d'être une personne normale. Ce n'est que les chèvres qui grimpent leur maman. Messi Claire depuis Yaoundé. J'espère que maman Messi Claire... J'ai lu son message, parce qu'elle m'a envoyé un message sanglant pour dire que je n'ai pas lu son message. Maman Messi Claire, ça a beaucoup de bonne humeur, hein, ne vous inquiétez pas. Bonjour les hommes dignes de l'Afrique. Macron est en train de demander au président franc-maçon de l'Afrique de détruire ou la permission de détruire le mouvement des panafricanistes. C'est ce que déclare d'ailleurs quelqu'un qui n'a pas laissé son nom. Bonjour à vous sur le panel. Un bonjour particulier au président Badakani. Continuez à éclairer la jeunesse africaine en partie camerounaise. Je vous aime bien. À contrario, j'ai du mal à aimer la France. Enfin, les Français et la France, bien qu'ils soient humains. Merci. Bonjour le panel, bonjour Steve. J'ai un peu raté le début du débat. Mon président est véritablement remonté ce matin. Je le prends et je l'encourage. Bonne émission, c'est Koumou Papin depuis le Togo. Président, un vrai Africain n'insulte pas son semblable. Apprenez à faire vos analyses sans véhiculer des propos injurieux à un tel comportement. Discrédible. Bon, on vous a compris. On vous comprend parfaitement. DBS est de vous un petit Africain, a écrit quelqu'un qui n'a pas d'ailleurs donné son nom. Bonjour à DBS et à tous ses invités. Merci à l'émission d'aujourd'hui. Président Badakani, bravo. Que Dieu veille beaucoup sur toi pour que ce que vous faites pour la jeunesse africaine, si la nuit dure pour longtemps, le jour finira un jour par se lever. Nous dit d'ailleurs ce téléspectateur qui n'a pas laissé de nom également. Je vous dis bonjour après mes deux premiers messages sur Sarkozy et le bureau du président ivoirien. Sachez que nous payons ce tribut parce que nous parlons de le français. C'est monsieur Otou. Je ne suis pas ivoirien. Ah, d'accord. Merci beaucoup également de nous avoir éclairé là-dessus. Le 227. Bonjour le président. Je suis content de votre débat. Je vous encourage de continuer dans ce sens pour que les Africains aient conscience de leurs ennemis, c'est-à-dire les Occidentaux qui ont cherché à nous manipuler. Je suis Omar Farouk depuis le Niger et installé à Niamey. Merci également à vous de nous écrire ce matin. Moi, je suis entier blanc. C'est une confrérie. Voilà, je suis entier blanc. C'est une confrérie. C'est Yoa qui nous écrit. Anti-blanc. Anti-blanc, voilà. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire, qu'il est anti-blanc. Bon, je sais pas, on n'est pas raciste en tout cas. Il faut bien le préciser. Je continue à lire derrière les messages, hein, plus que quelques minutes pour sortir de là. Bonjour à tous, bonjour président Badakani, sachez que vous avez de très grands fans. Je vous trouve très pertinent et cohérent dans vos idées. J'apprends beaucoup de votre émission. Je déteste avec la plus grande énergie la France. Kambounel depuis Douala. Merci également d'aimer notre émission de DBS Matin. L'Afrique doit se libérer et doit se faire par nous. Ibrahim depuis Fumban. Merci également à tous les téléspectateurs de Fumban, tous les téléspectateurs du Mali et un peu partout dans le monde. On nous écrit de la Suisse, des Bahamas, de Madagascar également. On va lire vos messages, hein. Ne vous inquiétez surtout pas. Messieurs, voilà ce que nous avions sur la table ce matin. On parle bien sûr de ce sentiment anti-français. N'est-ce pas là? Il faut bien préciser, Simon D, y a-t-il pas, on a cette impression, en tout cas les Africains ont cette impression qu'il y a une relation incestueuse avec la France et que cette relation, il faut qu'elle cesse, il faut qu'on brise cette relation. Monsieur Ngossi, il faut savoir déjà que dans cette histoire, au début du franc CFA,
Oui. La France s'est arrangée à ce que tous les chefs d'État africains du précaré français aient un salaire payé en francs CFA, directement dans leur compte. Ça, on ne le dira jamais. Et ça qui les maintient, qu'ils soient au pouvoir ou pas, la France les a payé. Vous savez que ce papier... Même le président français. Mais tous. Oui, la prime. Mais bien la sûr, prime bien sûr, bien tout sûr, ça. bien Les sûr. gens français. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne faut pas être surpris que les présidents, ces valets de la France soient à la tête des États et font plaisir à la France parce qu'ils ont un salaire, un subside. Et je dis encore une fois... En franc CFA ou en franc français? C'est le franc CFA. La France peut payer les chefs d'État français en francs français. Ils ont des problèmes d'euros, ils n'ont pas d'argent. Ils vont à Chamalières fabriquer des papiers à cul qui distribuent à tous les chefs d'État africains. Et ça qui maintient les bases françaises en Afrique. Oui. Si une fois on enlève cet argent, ce franc CFA, c'est terminé pour la France. La France ne prend plus rien. Et je voudrais vous rappeler une chose, monsieur Ngous. Sachez que, en réalité, oui, il faudrait que les Africains commencent à comprendre le message que je tiens depuis bientôt 10 ans. Le boycott des produits français. Vous ne pouvez pas en même temps détester quelqu'un et être le premier à aller lui donner l'argent pour vous détruire. Ça, c'est une des choses que je n'ai jamais compris. Voyez un peu partout dans les pays africains. Ça va arriver. Là où... Non, il faut que ça arrive. Je ne suis pas dans ça va, il faut que ça arrive. Je ne peux pas comprendre que depuis pratiquement 70 ans, oui, la France pille, viole et tue les Africains, installe des bases militaires, des sociétés françaises en Afrique, et les gens courent dans les stations Total pour consommer les produits qu'on vole chez eux et leur revend. Moi, je ne tolère pas ça. Quand je vois ça, je suis outré. Il faut vous montrer un exemple. Il y a par exemple 2 sociétés sur lesquelles je me braque tout le temps pour monter des exemples. Vous voyez une société comme Tradex et Bocom. Depuis seulement 10 ans qu'ils existent. Regardez ce qu'ils ont investi au Cameroun. Imaginez un temps soit peu. Si Total avait un peu de considération pour les Africains, ce qu'ils auraient fait en Afrique. Ils auraient fait de belles et grandes choses. Hein. Mais il n'y a même pas un immeuble. Même pas un seul. Simancam. Je peux ne citer que ceux du Cameroun. Bolloré, tout cela, regardez un peu leur bilan. Simancam qui produit du ciment n'a même pas une cité pour son personnel. Même pas un immeuble quelque part. Même pas un pont construit pour se dire qu'ils ont pillé. Ce sont eux qui ont le ciment et tout ça. Non, je dis, c'est inadmissible. Et des Africains voyant ça, ils sont toujours en train de courir vers cette société, donner de l'argent qui transite directement le même jour pour la France. Je vous dis encore une fois, quand l'argent rentre dans une caisse, dans des banques qui sont françaises sur place, le soir, ça ne dort pas. On transforme en devise et ça rentre directement. Et si on ne transforme pas en devise, on va ramasser le pétrole et on donne cette fausse monnaie et on prend le pétrole, on l'envoie en France, on va en euros, il devient riche et nous, on s'appauvrit. Il est temps qu'on mette un terme à cette histoire. J'ai du mal, je ne suis pas économiste, mais j'ai du mal à comprendre que les gens qui pensent avoir été à l'école, ils sont restés en classe, ils continuent à réciter ce qu'on leur a appris en classe. Il faut qu'on sorte de la classe pour aller à l'école. Parce que c'est un drame de vivre ça chaque jour. J'ai du mal à comprendre que quelqu'un qui a ton porte-monnaie, il voudrait que tu l'aimes. Quand tu as besoin du pain, s'il ne te donne pas le pain, tu ne vas pas manger. Il voudrait que tu l'embrasses, tu l'aimes, tu l'adores. Non, bon sens. J'aimerais qu'on montre dans quel pays ça peut exister ce genre de truc. L'amour, c'est la mort, oui. Non, il faut qu'on arrête cette histoire, M. Ngos. Il faudrait qu'on comprenne, Dr Mbelek. Vous avez été à l'école, moi je n'étais pas à l'école. J'étais chassé les rats. Mais essayez d'expliquer à vos confrères qui étaient à l'école. Non, oui, j'ai chassé les rats, M. Ngos. J'ai quand même premier ingénieur de télécom au Cameroun. Je suis ingénieur, pas ingénieur. Je ne peux pas être ingénieur. Ingénieur, pas nous parler de chasser les rats. Non, ingénieur, c'est... Premier ingénieur de télécom au Cameroun. C'est pas donné. M. Ngos. Et puis dans les années, pas je préfère être ingénieur, pas ingénieur. Parce que ingénieur, c'est entretenir les appareils que ces gens-là ont réparés. Non, je suis désolé. C'est ce que vous avez appris. J'ai appris malgré moi. Aujourd'hui, je me rends compte que j'aurais préféré chasser les rats que d'aller apprendre des conneries comme ça. Parce que ça ne rapporte rien en Afrique. Si c'est pas entretenir les appareils. Je suis très heureux de voir des gens qui n'ont pas été à l'école fabriquer des voitures. Ils ont appris ça où? Et vous voulez que je me glorifie d'être ingénieur? C'est un titre inutile qui ne m'apporte rien du tout. Je suis désolé. Donc je voudrais attirer l'attention de tous les Africains que vous verrez qu'à l'école, dans ces écoles où on prétend enseigner les enfants, on leur apprend à être des ouvriers. On ne les apprend pas à créer. Et ça, c'est l'école coloniale. Et on a ce complexe de coloniser qui nous habite jusqu'à aujourd'hui. Il est temps qu'on revoie le système éducatif parce que tous nos enfants qui vont à l'école, chaque jour, je vais faire le concours pour être militaire, pour être bureaucrate, pour être... Non. Il est temps qu'on apprenne à nos enfants à créer, à rentrer à l'école pour se dire, je sors de l'école, je crée des choses parce que l'Afrique est vierge. On a des choses à faire. Et je suis encore très, très embêté de voir qu'il y a plein de gens
qui s'accroche à un pays qu'on appelle la France. Et il ne juge que par la France. Tu vas voir quelqu'un, il dit je mange le caviar, je mange des histoires qui n'ont pas ni tête ni queue. On a des rues encore en Afrique, des immeubles, tu vois des hôtels qui ont encore hôtel de Marseille, auto-école française. Non, je suis très très embêté quand je peux me rendre dans un pays comme la France, je vois aucun hôtel qui porte le nom d'un village africain. D'un militaire, d'un tirailleur sénégalais qui a rendu des noms de service à la France. Mais par contre, en Afrique, on met les trucs de Desclercq, de De Gaulle, de Castelnau, de machin, Joffre. Il y a le poste de la Senghor. Mais c'est incroyable. Messieurs, on vous comprend. Non. Merci beaucoup, hein. Simon, dès ce matin. J'ai du mal. Docteur Mbele, qui a quand même dans les années 80, comme le déclarait d'ailleurs Simon il y a un instant, on ne voyait pas beaucoup ces histoires auto-écoles françaises. Pourtant, moi, je me rappelle encore du côté de Nganga, il y avait les auto-écoles Simo. Ça existait à cette époque-là. C'est ça qui existait. Mais on a l'impression que depuis les années 2000, où justement le sentiment anti-français a commencé à naître, c'est en ce moment-là même qu'on a commencé encore à voir justement cet enracinement même de la France sur le continent africain. Pourquoi vous me posez des questions qui vont orienter ma réponse? Voilà, vous voulez. Donc, permettez donc moi de ne pas répondre dans ce sens-là. Parce que j'ai le droit. Allez, si vous avez tout le droit de répondre. Mais je ne vous amène pas quelque part. Non, parce que vous commencez d'abord par affirmer que le sentiment anti-français naît dans les années 2000. Oui. Donc vous affirmez déjà ce que dit Macron. Non, en mathématiques, quand un problème n'a pas de sens, on n'est pas obligé de le résoudre. Oui, ça c'est clair. Ça n'a pas de sens. Donc, je vais reformuler la question, si vous me permettez. Le sentiment anti-français, le président Madakani l'a dit, donc je vais à sa suite. Oui. Que je donne les mots, je mets les mots au président. En fait, c'est le principe de l'action et de la réaction. C'est ça que je cherchais. Ok, voilà. Donc, il action, a dit réaction. que c'est les Français qui ont créé ce principe. Donc, il ne faut pas dire que ça commence à être en 2000. Non. Ça fait combien de temps qu'ils sont ici? Combien de temps ils pratiquent l'esclavage? La colonisation directe, indirecte. Donc, c'est pas né en 2000, Bien sûr. Steve et Jocelyn Ngos. Ah, on vous suit. Allez-y. Très bien, ok. Donc, c'est pas 2000. Bon, Il voulait que vous réagissiez comme ça. C'était son souhait. Qu'est-ce qu'il voulait? c'est top, c'est top. Ok. On vous suit, docteur Voilà. Mbele. Donc, le sentiment anti-français, on y est depuis un bon bout de temps, parce que même dans la diaspora, ce sont nos parents. Lorsque les troupes françaises violent des enfants, et même par homosexualité, ok, avec des biscuits ou pas avec des biscuits, pour les attirer, et que les Français, l'Assemblée française, l'Assemblée nationale réunit une commission et prononce un non-lieu. Vous voulez qu'on ait un sentiment pro-français? Vous voulez qu'on ait un très grand amour pour les Français. Non seulement pour l'État français, mais même pour les Français tout court. Français tout court, clair. Attendez, et c'est quand même des militaires français là qui ont fait ça. Lorsque il y a un génocide au Rwanda et on sait que le soubassement c'est l'État français à l'époque de Mitterrand et qui réunissent une commission qui à nouveau prononce un non-lieu. Vous voulez qu'on ait l'amour pour la France et le gouvernement français? Et donc on va proclamer maintenant que non, pro-français, le sentiment est plutôt pour les... Non, c'est pas humain. Ce qui est humain, c'est se révolter contre l'injustice. Ce qui est humain, c'est se débarrasser de la personne qui te détruit chez toi-même. Clair. Ça, c'est ça l'humain. Sinon, c'est dit que nous avons renoncé à notre humanité. Et aller dans le sens de Emmanuel Macron, c'est aller vers l'acceptation d'une déshumanisation. Et nous, en fait, la réalité, c'est qu'ils découvrent que nous l'avons jamais accepté et nous l'accepterons jamais. Comme a dit le président Badakana en conclusion. Et je reviens sur Simo. Simo, je suis pas d'accord sur un point. Je suis désolé de le dire là sur le plateau. Voilà. Il faut arrêter de dénigrer ceux qui ont pris la peine de faire des études, fût-ce en Occident. Moi, je suis docteur en astrophysique, ça m'a coûté quelque chose. On m'a pas donné ça, je l'ai pas acquis facilement et j'ai les compétences avec moi. On ne faut pas venir me raconter que les études, non, ça n'a pas de sens. Désolé pour toi, ça n'a pas de sens. On dit, et puis nous parlons français, on dit chercheur. C'est vrai que nous préférons avoir des trouveurs, mais sauf que la langue française dit chercheur, parce qu'on est dans leur façon hypocrite de voir les choses. Ils paient les gens à rien faire, ok, alors qu'ils sont censés trouver. Eh ben, c'est la même façon, créer. Quand tu vas à l'école, c'est ta propre personnalité et la façon dont tu vas réfléchir à nouveau sur les connaissances acquises qui font de toi un créateur. Pourquoi tu veux que l'école du colon t'apprenne à créer? Tu vas chez le colon, comme moi, j'ai un grand-oncle qui m'a dit, va chez les blancs, ramène-nous les connaissances. Tu vas chez le colon, tu prends les connaissances là-bas, tu les retravailles toi, et tu viens créer chez toi contre lui. Parce qu'il faut bien qu'on crée les armes pour se débarrasser d'eux. Donc il faut arrêter
Alors, donc, ok, les enfants ne vont plus à l'école, alors. Ils arrêtent. Comme c'est l'école, on ne va plus à l'école. Attends, toi-même, tu n'envoies pas tes enfants à l'école. Donc, il faut arrêter ce discours qui est décourageant. Non, nous voulons l'excellence. Et donc, voilà mon appel pour aujourd'hui, le 29 septembre 2020. J'appelle tout un chacun à participer à l'émergence de cette énergie que nous voulons mettre sur pied à Afri-Science, à Bonamou Sadi. Vous emmenez vos enfants, on va leur donner la conscience africaine, l'histoire des sciences en Afrique, la personnalité africaine. Et Cheikh Anta Diop a dit, et c'est ce que Macron constate là, il a toujours eu raison, hein, Cheikh Anta Diop quelque part, hein, il a toujours eu raison, toujours. Son temps. Il a toujours dit que la supercherie, là, la supercherie du colonialisme français qui est bienveillante et tout, la supercherie aura assez duré parce que les impérialistes auront trouvé en face d'eux des intelligences égales. Et c'est ce que Macron constate, qu'aujourd'hui les peuples africains, c'est des intelligences égales, et je dirais même certainement supérieures. Si, parce que, mais ça sera d'autant plus prononcé qu'on les aura vaincus. Donc, vainquons-les et on va dire supérieurs. Mais là, ils ont des essences égales déjà. C'est-à-dire que la domination française, nous l'enterrons. C'est fini, ce n'est qu'une question, c'est la poule qui bat les ailes, là. Alors qu'on lui a coupé la tête. C'est une question de quelques temps seulement. Et tous ceux qui se mettent contre ce mouvement, là, d'émancipation définitive des Africains, ils sont contre la route de l'histoire qui va les écraser. Un point, un trait. Voilà. Je voudrais répondre, s'il vous plaît, rapidement. Pour répondre à... Oui, c'est pas une question de ping-pong. J'ai peur que je me suis mal fait comprendre. Oui. Je ne dis pas... Non, je me suis mal fait comprendre. Je dis que l'école en Afrique est restée coloniale. Je dis que moi, par contre, j'ai été formé, par exemple, par les Occidentaux, mais je préfère laisser ce domaine pour aller faire des recherches et trouver quelque chose de mieux. C'est ce que vous avez déclaré. Et je dis encore une fois, Dr Mbelek, je ne condamne pas les études que vous avez faites. Je sais que vous êtes une valeur. Mais la plupart des gens qui ont fait des études comme vous, ils sont aux ordres. C'est la différence. Il faudrait que ce soit bien compris. Oui. Encore une fois, apprendre c'est bien. Mais nous, docteurs qui sont à la tête de certains États, dans certains ministères, qu'est-ce qu'ils apportent? Parfois rien du tout. Rien du tout. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de toi. Je fais une démonstration de ce qui se passe en Afrique et c'est réel. C'est visible comme le nez sur la face. Quand c'est noir, on ne peut pas dire que c'est blanc. Les gens qui sont à la tête des docteurs de machin, pas de vous, ils n'ont jamais rien apporté. Au contraire, ils détruisent l'Afrique. Docteurs en économie, docteurs en machin, docteurs en truc, ils ont apporté quoi? Il y a des pharmaciens, docteurs en pharmacie, des médecins. Donnez-moi un seul produit qu'un pharmacien formé en Occident a produit en Afrique, qui a sauvé l'Afrique. Ils sont docteurs en pharmacie. Docteurs en médecine, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent les produits. Ils vendent ils n'ont jamais cherché à découvrir quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de toi. Il ne faut pas te singulariser. Je parle à un cas général où c'est visible par tout le monde. On vous a compris parfaitement. Je pense que vous êtes tous sur la même longueur d'onde. Messieurs, plus que 5 minutes pour sortir justement de cette édition de DBS Matin, la deuxième du genre de cette semaine. Eh bien, je vais lire 2 messages, le temps de donner la dernière parole, la prise de parole au président Badakani. Hector Achille Mengue, qui est du côté de la Belgique, écrit « Les expressions biaisées du président français n'engagent que lui et son peuple. » C'est ce qu'il nous dit d'ailleurs dans ce message. Et bon, il n'a qu'à trouver justement des solutions à cela. Je vais revenir ici, Steve. Est-ce que vous avez pu visualiser la vidéo que je vous ai envoyée hier sur l'impérialisme Koumou Papin depuis le Togo? Oui, je l'ai visualisé, ne vous inquiétez pas. Et je vais en prendre justement soin. Ne vous inquiétez pas, je l'ai le temps justement de faire quelque chose avec cela. Je vous le dis parce que vous êtes en train de me regarder actuellement du côté du Togo. Bonjour, je vous aime plus que la France. Merci pour ce que vous faites. Bien, la personne n'a pas laissé son nom, mais il nous écrit avec le plus 241. Je pense que soit ça doit être le Gabon. Bonjour à tous, bonne émission à vous et merci à mon idole Badakani qui m'inspire de jour en jour. Ndoumbi Séraphin depuis Moundou, capitale économique du Tchad. Merci également à vous qui nous suivez du côté du Tchad. Bonjour le panel, moi c'est Justice depuis Douala. Je me demande sérieusement si nous Africains ne sommes pas sous la malédiction suivant ce texte biblique. Oui, il est long ce texte, on le lira. Nous vivons tous ceci, mais les faits sont une chose et la cause autre. Notre oppression n'aurait-elle pas, d'accord, une cause spirituelle? Comment en sortir? C'est la question qu'il nous pose ce matin. Bonjour messieurs, je suis Bamba Yakouba de la Côte d'Ivoire. Je suis vos émissions chaque matin. Vous êtes la conscience africaine. Vraiment merci et bonne continuation. Merci également à vous qui nous regardez depuis la Côte d'Ivoire. Une fois de plus, bonjour à vous. Comment pouvez-vous exprimer l'amour envers une personne qui a eu à tuer ton grand-père, ta grand-mère, ton père, ta mère, tes frères? Bon, etc. C'est ce qu'il dit. Réclamer un tel amour, c'est être
psychopathe. Daniel depuis Yaoundé. Merci également à vous, Daniel depuis Yaoundé. On sait que c'est assez dur, mais bon, on est là pour ça. L'injustice de monnaie africaine, la personne n'a pas laissé son nom. On espère tout simplement qu'on va vous avoir. Hein. Dans un instant, il y a quelqu'un qui est en train de me craver le 241 et vous me donnez justement sa position. Président Badakani, comme j'aime le dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, ce qu'on fait là, ce qu'on fait là, ça répond à ta question. Oui. Elle dit, vous savez qu'il y a un piège quand on fait les débats. On dit non, faites des propositions. N'importe quoi. On dit que faites des propositions. Vous proposez quoi? Mais ce qu'on est en train de faire là, ce sont des propositions. Propositions, justement. Vous comprenez? Alors on dit que c'est la dénonciation. Non, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas la dénonciation. Nous sommes en train de proposer. Les dimensions de la dénonciation ne se limitent pas simplement au fait que je dis que arrête de me détruire, je dénonce les crimes. Non, dans la dénonciation, il y a les esquisses de solutions. Quand nous parlons comme ça, vous ne savez pas ce que ça réveille dans la tête des gens. Il y a des gens qui vont seulement suivre un pan de notre émission qui vont aller développer les choses terribles. Claire. Vous comprenez? Oui. Donc quand on fait un débat, on dit qu'il ne propose rien. Tous les gens qui ont écrit des livres, là, qui font les propositions les plus extraordinaires, ça donne quoi? Parfois rien du tout. Le problème, il est ailleurs. Il est ailleurs. Donc pour dire quoi, rapidement, je vais lever certains équivoques. Même pas des équivoques, quoi. Je vais entrer dans le débat qui a fait semblant d'opposer Dr Belek et Simon, qui était même une fausse contradiction. Non, c'est une fausse contradiction. Ils disent la même chose. Oui. Le pillage, Césaire nous l'a appris. Le pillage ne limite pas simplement à l'extraction des matières premières. Le pillage, c'est le vol des connaissances. L'intelligence. C'est le vol de la science. Les Occidentaux ont volé la science en Afrique, ont pillé les sciences. Et ça ne s'est pas arrêté jusqu'aux grands empires. Donc, non seulement nous avons initié à la vie, nous les avons initiés à la science, à tous les savoirs humains, c'est l'Afrique qui les a initiés, mais ils ont volé ces choses-là. Ils ont volé ça. Donc, si les Africains vont reprendre ce qu'on nous a volé, j'encourage les gens comme Dr Belek. Comme j'ai encouragé Simo d'avoir été ingénieur. Premier ingénieur de télécom au Cameroun. Il faut transmettre les connaissances d'ingénierie aux enfants africains. C'est important. C'est très important. Donc, ce ne sont pas les connaissances occidentales. Ils ont volé. À l'état brut. Ils n'ont même pas développé certaines choses. Ils ont volé à l'état brut. Vous savez, on nous a dit, même le génie arabe dont on a parlé, la Averroès, là, tous ces gens-là qui... Dr Belek a très bien cette affaire. C'est pour ça que j'encourage les gens à aller à Free Science. Il faut aller dans l'Institut Professeur Belek. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez apprendre que tout ce qu'on a, le génie qu'on a attribué aux Arabes, c'est le génie africain. Claire. La civilisation islamique au plus fort de sa gloire, c'est le génie africain. L'Andalousie, ce sont les Africains. Il faut aller apprendre ça. Donc vous voyez que lorsqu'on dit que les savoirs européens, il n'y a pas de ça. Il n'y a même qu'un savoir européen. Qu'est-ce que les Européens ont apporté dans le monde si ce n'est pas la violence? C'est le banditisme. La dénaturation des savoirs. Les savoirs de vie qui permettaient de vivre, d'organiser la vie, on a dénaturé ça, mon cher gosse, pour faire la guerre. C'est ça le génie occidental. Pour le reste, ce sont nos choses. Hein. Le maquis. Pour terminer, c'est terminé le temps. Le maquis. Non, on est dans le maquis, mon cher Belek. Ce n'est pas le maquis d'avant. D'accord. On va parler en brousse. Tout ça. Mais si c'est nécessaire, on va entrer. Si c'est nécessaire, on va rentrer en brousse. Mais le maquis, c'est ce qu'on fait là. Le maquis. Il y a le maquis spirituel, il y a le maquis, il y a un genre de maquis. Nous sommes en maquis. Parce que nous devons avoir des attitudes de nos prédécesseurs, c'est-à-dire la guerre, pour faire la guerre à la France. Pour faire la guerre dans des conditions de notre époque. C'est ce que moi j'appelle maquis. Ça ne veut pas dire que je demande qu'on entre en brousse et tout ça et qu'on sort. Alors on me dit, président, il faut être poli, il ne faut pas insulter. Très bien. Alors, je ne sais pas ce qu'on appelle insulte. Si j'appelle quelqu'un voyou alors qu'il est voyou, je ne sais pas si je l'ai insulté. Si j'appelle quelqu'un bandit, vous voyez quelqu'un en train de voler, tu dis bandit, tu l'as insulté. Tu l'as en train de voler, tu l'appelles bandit, du coup tu l'as insulté. Mais, alors, faisons un peu l'histoire de la politesse en Afrique. Nos ancêtres, ont été d'une politesse pas possible. Ah ouais. Ils croyaient qu'ils avaient affaire à des êtres humains. Ils ont été d'une politesse pas possible. Ah ouais. Coupez la tête. La diplomatie en Afrique n'a rien donné. On tranche les têtes. Moi, tous les élites africaines, tous les présidents africains qui ont été diplomates, ça aboutit à quoi? Rien du tout. Ça aboutit à quoi? La mort. Alors, donc il faut arrêter ça. Nous ne sommes pas... C'est pas une affaire de politesse. On appelle chat un chat. Ouais. Si vous appelez quelqu'un voleur, quand on vous juge au tribunal, on dit que vous avez volé. On vous envoie en prison. Hein. Directement. On ne vous donne pas une médaille pour avoir volé. Donc, si j'appelle Sarkozy déréglé mental, c'est pas une injure. C'est ce qu'il est. Quand j'appelle Giscard déréglé mental, c'est ce qu'il est.
quand nous doutons de l'humanité de M. Macron, c'est pas une injure. Quand quelqu'un fait voter une loi dans son assemblée sans avoir aucune peur, qui fait désormais de nous des animaux, j'ai le droit, monsieur, de tirer comme conséquence de ces actes le fait que je doute désormais de son humanité. C'est pas une injure. Merci beaucoup, président Badakani. Merci, messieurs, d'avoir été là ce matin. Simon D, merci d'avoir été là ce matin. Oui, je voulais dire une chose rapidement. Je souhaite que tous les juristes africains portent plainte contre la France. Il est encore porte plainte contre la France. Il faut qu'on essaye. On aura le temps d'en parler. Merci également, Dr Bellet, d'avoir été là ce matin. Merci beaucoup, président Badakani, d'avoir été là ce matin. Permettez-moi, pour terminer, de lire ce message. Bonjour DBS, j'ai quelques questions aux panélistes. Qu'est-ce qui empêche les présidents africains de se libérer totalement de la France? On les tue. Qu'est-ce que les Africains doivent faire aujourd'hui, là où ils se trouvent dans le monde, pour que leur pays se libère de la France? Est-ce qu'un Français lambda, où tous les Français sont au courant de tout ce que son pays fait subir aux Français? La personne ne nous a pas laissé son nom, mais nous écrit depuis le Togo. Salut Steve, la France, c'est un pays dangereux. Comment un pays peut voter une loi de faire la cour de sexualité aux primaires, sans oublier le porno? Avec des écrans géants, les enfants piquent les crises. Mais ça continue. Daniel, depuis le Togo. Je reviens mettre au programme le problème de monnaie, parce que la CEMAC doit faire vite. Sinon, ultimatum. On le sait également. Bonjour Steve, s'il vous plaît. Le jour de l'émission sur l'impérialisme, il faut inviter Monsieur Parfendom Koumou Papin depuis le Togo. On va le faire également. Sentiment anti-français nous permettra d'atteindre la masse critique nécessaire à la révolution. Un anti-français est un panafricain en puissance. Mamadou Koulibaly est le plus lucide de sa génération. Banda Kanissimo et les autres sont encore plus lucides. Les générations qui suivront seront vraiment anti-français. Personne ne les connaît encore. Qu'ils partent de chez nous, où nous leur présenterons la facture de l'histoire. La personne n'a pas laissé également le nom. Elle nous écrivait d'ailleurs de la Suisse. Président Badakani est notre sauveur. André depuis le Gabon. Messieurs, merci d'avoir été là ce matin. Merci à toute l'équipe technique. N'oubliez surtout pas, il ne faut jamais haïr ses ennemis. Cela perturbe le jugement. Bonne journée à toutes et à tous. Et à demain. Si peut-être Dieu. Au revoir.